Mes parents ont vu un reportage sur un gagnant local de la loterie et ont exigé, leur part, de ma chance. Le problème? Je n'avais jamais acheté de ticket de ma vie. La véritable source de mon argent était quelque chose qui les a laissés sans voix. Mon téléphone a vibré à nouveau contre le faux bois synthétique de mon bureau. Un second message est apparu sous le premier, « Lydia, réponds-moi. Nous savons que tu l'as. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis penché en avant pour ajuster la luminosité de mes deux écrans, baissant l'interface de deux crans précis. La lumière blanche et agressive est devenue un ambre doux. Quand les personnes censées être vos piliers s'efforcent de faire chavirer votre vie, vous trouvez de petits moyens de réguler votre espace physique. Vous baissez l'éclat d'un écran. Vous alignez un clavier au ras du bord d'un bureau. Vous contrôlez les éléments qui répondent réellement à vos commandes, parce que les personnes à l'autre bout du fil ne le feront jamais. Ma famille agissait sous l'effet d'une conviction soudaine et inébranlable que j'accumulais une fortune inattendue. Pour eux, j'étais assise sur un puits d'argent sans fond, obligé de financer des véhicules de luxe et d'effacer leurs erreurs accumulées. Le contraste entre mon vrai mardi à écrire des algorithmes de back-end sous des néons, vêtus d'un pull délavé, et le délire extravagant qu'il s'était construit était saisissant. Mais le message lui-même n'était pas la cause d'une glacée qui se formait dans mon estomac. C'était la présomption pure derrière les mots, la certitude incontestée que tout ce que je possédais leur appartenait intrinsèquement. Ils n'ont pas demandé si j'avais les fonds disponibles. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils ont simplement envoyé une facture. Ces 2 dernières années, j'avais construit une existence calme et fonctionnelle dans le Silicon Desert. Je m'étais été éloigné de la dynamique réactive de mes parents et de ma sœur aînée. Je payais mon loyer à temps, gérais mes propres habitudes et ne leur demandais rien. Pourtant, en fixant cette unique ligne de texte, j'ai senti la vieille force d'attraction tenter de me ramener dans leur orbite de crise et d'exigence. Ils voulaient un premier versement. Ils pensaient réclamer leur juste part de ma chance. Ce qu'ils ignoraient, et ce qu'il m'était légalement interdit de leur dire, c'est que la chance n'avait aucun rôle dans mon solde bancaire actuel. La véritable source de mon argent était verrouillée dans un tiroir du bas, scellée par de l'encre noire sur du papier épais. Je n'avais pas acheté de ticket de loterie. J'avais écrit un algorithme de routage exclusif qu'une entreprise technologique avait discrètement acquis. Mon téléphone a vibré une 3e fois. Ma mère a envoyé un emoji cœur rouge. Nous savons que tu feras ce qu'il faut pour ta sœur. Ce petit cœur rouge était la chose la plus lourde sur l'écran. C'était de l'affection transformée en arme. C'était un rappel que leur amour était toujours disponible à l'achat, à condition que le chèque soit encaissé d'ici vendredi. J'ai posé mon téléphone face contre table sur le bureau, car expliquer la vérité violerait des contrats fédéraux. Les ignorer ne ferait que les rendre plus bruyants. Assise dans le bourdonnement de la climatisation, j'ai réalisé qu'il était impossible de les raisonner. La seule issue était de les laisser continuer à creuser leur propre tombe. L'emoji cœur rouge restait sur mon écran, un infime poids numérique pesant sur l'après-midi. Ma mère l'avait envoyé comme une signature scellant son ordre par un symbole d'affection qui ressemblait plutôt à une menace. Nous savons que tu feras ce qu'il faut pour ta sœur. Cette phrase était le système d'exploitation fondamental de toute ma famille. J'ai laissé le téléphone face contre table sur mon bureau, j'ai déplacé mon regard vers les lignes de code parfaites qui défilaient sur mon écran principal, et je me suis autorisé à retracer cette phrase spécifique jusqu'à sa source. Ma sœur Vanessa a 28 ans, et elle a passé la dernière décennie à se construire une vie faite de fumée et de dettes à taux d'intérêt élevés. Elle gère une boutique à Scottsdale appelée Desert Aura, un commerce qui vend l'esthétique d'une vie sereine et sans tracas à des femmes qui ont trop d'argent de poche. Ses étagères sont garnies de paniers tressés importés, de chemises en lin bio à $80 et de bougies coulées à la main qui sentent la sauge et la vanité. Pour ses abonnés sur Internet, c'est une entrepreneuse à succès, une influenceuse mode de vie qui vit un rêve d'Arizona mis en scène. Pour moi, c'est un gouffre financier. La boutique n'a jamais dégagé de véritables bénéfices. Le loyer de son espace de vente est exorbitant et son inventaire est acheté via un carrousel permanent de cartes de crédit. Lorsque les marges se réduisent et que les créanciers l'appellent, elle ne modifie pas son modèle économique. Elle appelle nos parents. Thomas et Brenda ont toujours traité Vanessa moins comme une fille que comme un investissement fragile et à haut risque qu'ils ont peur d'abandonner. Ils considèrent ces crises financières constantes comme des revers temporaires sur la voie de son succès inévitable. Si Vanessa a besoin d'une injection de liquidité pour payer ses employés, ils refinancent leur maison.
S'il lui faut de nouveaux présentoirs pour une collection saisonnière, ils piochent dans leur compte de retraite qui s'amenuise. Ils entretiennent sa dépendance avec une ferveur qui frôle la dévotion religieuse. Et puis il y a moi. Dans la structure de notre famille, si Vanessa est le délicat vitrail, je suis le mur porteur. Je suis la bête de somme invisible. J'ai financé mes études universitaires grâce à des bourses et à de longues heures exténuantes à écrire du code dans le sous-sol de la bibliothèque de l'université. Je n'ai jamais demandé de prêt. Je n'ai jamais exigé de sauvetage financier. J'ai compris très tôt que le moyen le plus sûr de maintenir la paix chez moi était de ne rien demander à mes parents, car toutes leurs ressources étaient déjà réservées. Ils ne considéraient pas mon indépendance comme une réussite à célébrer. Ils la voyaient comme une commodité. J'étais le filet de sécurité qui ne nécessitait aucun entretien. Une famille vous forme pour le rôle qu'elle a besoin de vous voir jouer. Et ils m'avaient entraîné à être l'amortisseur silencieux de toutes les turbulences créées par Vanessa. Le premier conflit mineur de ma vie d'adulte n'est pas arrivé avec des cris. Il est arrivé sous la forme d'une attente d'obéissance silencieuse. Assise dans mon bureau climatisé face à la lueur ambrée de mes écrans, je me savais d'un mardi après-midi, 2 ans auparavant. C'est ce souvenir qui a fini par briser l'illusion que je me faisais sur ma place dans leur vie. J'avais 21 ans, j'étais fraîchement diplômé et je travaillais dans mon premier emploi de développeuse junior. Mon téléphone avait vibré, signalant un message de Vanessa. Ce n'était pas un salut. C'était un lien vers le site du ministère des Transports de l'Arizona, suivi d'un court texte « Mes plaques d'immatriculation sont expirées et ils menacent de remorquer ma voiture sur le parking de la boutique. Je suis à sec jusqu'à vendredi. Règle ça. » Il n'y avait pas de point d'interrogation. Pas de s'il te plaît, juste un ordre. J'ai cliqué sur le lien. Les frais d'enregistrement, y compris la pénalité de retard qu'elle avait accumulée en ignorant les avis pendant 6 mois, s'élevaient à $400. À 21 ans, $400 représentaient une part importante de mon salaire bimensuel. C'était l'argent de mes courses. C'était la marge de sécurité de mon compte courant. J'étais au même bureau, mais dans un autre cabinet, les yeux fixés sur le portail de l'État. Je me souviens de la texture exacte de ma carte de débit en plastique bon marché lorsque je l'ai sortie de mon portefeuille. Je me souviens avoir tapé les 16 chiffres dans le champ de paiement, en rationalisant ce sacrifice. Je me étais dit que la famille s'entraide quand les temps sont durs. Je me étais dit qu'elle me rembourserait vendredi, comme elle l'avait promis. J'ai cliqué sur valider. L'écran de confirmation est apparu, baigné par la lumière bleue de mon moniteur. J'ai envoyé le numéro de confirmation à Vanessa. J'ai attendu la réponse. J'ai attendu un simple merci, un accusé de réception numérique montrant que j'avais résolu sa crise et évité que sa voiture ne parte à la fourrière. La réponse n'est jamais venue. Vendredi est arrivé et l'argent n'a pas été transféré. Les semaines sont devenues des mois et ces $400 n'ont plus jamais été évoqués. Quand j'ai fini par aborder le sujet avec ma mère lors d'un bref appel téléphonique pendant les vacances, sa voix a pris un ton sec et réprobateur. Elle m'a dit que Vanessa subissait beaucoup de pression avec sa boutique, que j'avais un bon salaire et que tenir les comptes était une habitude mesquine. Ce souvenir précis, net et tenace, s'est cristallisé dans mon esprit. Ce fut le caillou qui déclencha l'avalanche. J'ai réalisé à cet instant qu'ils ne m'aimaient pas. Ils aimaient ce que je pouvais encaisser en silence pour eux. Ils aimaient mon utilité. Je n'étais pas une personne avec mes propres besoins, limites ou frontières financières. J'étais un outil qu'ils prenaient quand ils avaient besoin de réparer les erreurs de Vanessa, et qu'ils rangeaient dans le tiroir une fois le travail terminé. Cette prise de conscience fut le lourd rocher écrasant qui expliquait tout ce qui se passait en ce moment même. Cela expliquait les SMS réclamant un acompte pour un camping-car. Tout mon rôle au sein de cette famille avait été défini par mon utilité. À présent qu'ils me croyaient à la tête d'une fortune inattendue, leur sentiment que tout leur était dû n'avait rien d'une anomalie. C'était la conclusion logique de la dynamique qu'ils avaient construite sur plus de 2 décennies. Ils ne voyaient pas une fille qui venait de réaliser quelque chose de remarquable. Ils voyaient un coffre-fort de banque accidentellement laissé ouvert. Ils se sentaient un droit sur ma richesse perçue parce qu'ils se sentaient un droit sur ma personne. J'appartenais à l'écosystème familial, ce qui signifiait que mes actifs appartenaient à cet écosystème, et donc qu'ils appartenaient à Vanessa. J'ai pris mon gobelet de café en carton et j'ai bu une lente gorgée. Le liquide était froid et amer.
Je n'étais plus la jeune fille de 21 ans qui tapait ses numéros de carte sur un portail de l'État par un sens du devoir mal placé. J'avais passé les 2 dernières années à me détacher discrètement de leur engrenage. J'avais arrêté de répondre aux appels urgents. J'avais arrêté d'avancer de petites sommes. J'avais appris à protéger ma tranquillité en retirant ma disponibilité. Pourtant, les exigences étaient revenues, amplifiées de plusieurs ordres de grandeur. Quelques centaines de dollars s'étaient transformés en une exigence de millions. L'audace pure de ce revirement exigeait une explication. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi, après des mois de contact minime, avait-il soudainement conclu que je recelais une fortune secrète? J'avais récemment remboursé 60 000 $ de prêts étudiants, une transaction effectuée discrètement via mon portail bancaire. J'avais également remplacé ma vieille berline d'étudiante par un véhicule hybride d'occasion fiable. C'étaient là les actions d'une professionnelle consolidant ses bases, pas celles d'une flambouse dépensant de l'argent de manière inconsidérée. Je n'avais rien publié à ce sujet. Je ne m'en étais pas vanté. Quelqu'un avait dû remarquer la nouvelle voiture, ou peut-être qu'un courrier égaré concernant le remboursement de mon prêt était arrivé à l'adresse de mes parents. Mais une voiture d'occasion et un solde de prêt à zéro ne justifient pas un camping-car de luxe et une demande de premier versement. Il y avait une variable manquante dans cette équation. Quelque chose avait agi comme un catalyseur, faussant leur perception de la réalité et transformant leur sentiment que tout leur était dû en une attaque coordonnée. Mon téléphone a vibré contre le bureau. Ce bourdonnement court et net a brisé le silence de mon espace de travail. Je ne voulais pas regarder, mais la discipline d'un auditeur exige d'examiner les données, aussi désagréables soient-elles. J'ai tendu la main et retourné l'appareil. L'écran était rempli d'une notification provenant de notre groupe de discussion familiale inactif. Vanessa avait contourné notre fil de discussion de manière individuelle pour aller directement sur le forum collectif. Elle n'avait pas envoyé de message. Elle avait envoyé une image. J'ai tapoté la notification pour ouvrir l'application. Une capture d'écran s'est affichée en grand. C'était un arrêt sur image provenant d'un journal télévisé local de Phoenix. La bannière rouge vif au bas de l'image présentait un flash d'informations défilant sous la photo d'une devanture de supérette ordinaire. J'ai lu le titre de la capture d'écran une fois, puis je l'ai relu, sentant le sang quitter mon visage tandis que les pièces de leur délire s'assemblaient avec une précision terrifiante. L'image s'est agrandie sur mon écran, affichant les graphismes nets d'un journal télévisé de Phoenix. La bannière au bas du plan présentait des lettres jaunes grasses sur des images d'une supérette ordinaire située sur Hérode. Le texte disait « Un résident anonyme du comté de Maricopa réclame un jackpot de 4,2 millions de dollars. » Sous le titre, la chaîne avait listé le code postal exact où le ticket gagnant avait été vendu. C'était mon code postal. Assise devant la lueur ambrée de mes écrans, j'ai lu le titre 3 fois. Les pièces de leur délire venaient de s'emboîter avec une précision terrifiante. Ils avaient construit toute une réalité alternative à partir d'une coïncidence géographique et de 2 décisions financières discrètes que j'avais prises plus tôt ce mois-là. 2 semaines auparavant, ma vieille berline d'étudiante avait fini par rendre l'âme, le joint de culasse ayant lâché sur l'autoroute Lob 202. J'avais besoin d'un moyen de transport fiable pour me rendre à mon espace de coworking. J'avais acheté un véhicule hybride d'occasion gris ardoise. C'était un choix pragmatique, efficace et discret. Je l'avais conduit pour assister à un bref et obligatoire déjeuner dominical chez mes parents à Scottsdale. Durant ce même déjeuner, mon père avait jeté une lettre mal distribuée sur la table de la salle à manger. C'était une confirmation finale de mon organisme de crédit, 60 000 $ de dette d'études ramenée à un solde de zéro. J'avais balayé sa question d'un revers de main, marmonnant quelque chose de vague sur un programme de restructuration avantageux. Je voulais éviter une discussion prolongée sur mes finances. Mon père avait affiché son sourire pincé et calculateur, déplaçant son regard de la lettre sur la table vers l'hybride impeccable garé dans son allée. Il avait enregistré ces détails. Puis, il avait vu les informations du soir. Le gagnant local de la loterie avait réclamé son prix un jeudi. J'avais apporté la nouvelle hybride au déjeuner un dimanche. Pour un homme en quête permanente d'argent, cette chronologie n'était pas une coïncidence. C'était un aveu. Le groupe de discussion de la famille ne contenait pas une seule question. Aucune demande pour savoir si j'avais acheté le ticket gagnant. Aucun examen des faits. Ce qui fonçait sur moi était l'élan stupéfiant de leurs hypothèses. Ils avaient court-circuité la curiosité pour atterrir immédiatement sur l'exigence,
passant directement à la répartition des actifs. Les messages défilaient sur mon écran dans un flux rapide et vertigineux, une véritable frénésie numérique en temps réel. Mon père a lancé les hostilités, ça explique la nouvelle voiture. Tu croyais pouvoir nous cacher ça. Vanessa a enchaîné quelques secondes plus tard, j'ai besoin de 400 000 $ d'ici le mois prochain où le propriétaire commercial va verrouiller les portes de la boutique. Tu as les moyens maintenant. Ne sois pas égoïste. Mon père a tapé une autre exigence avant même que je ne puisse assimiler la facture de ma sœur, j'ai les brochures pour le camping-car de luxe. Il faut compter $250 000 pour le modèle de base. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce qu'on t'a fourni pendant ta jeunesse. Ne fais pas comme si tu ne nous devais rien, a ajouté Vanessa. Je sais que tu as vu les infos. Nous savons tous. Ils répartissaient un capital qui n'existait pas de la manière dont ils l'imaginaient. Ils avaient dressé un budget pour ma vie sans me consulter, découpant des morceaux d'un jackpot fantôme pour boucher les trous de leur propre navire en perdition. Pour eux, je n'étais pas une fille ou une sœur qui venait de vivre un événement bouleversant. J'étais une tirelire qu'ils secouaient jusqu'à ce que les pièces tombent sur la table. Puis vint la contribution de ma mère. Brenda était restée silencieuse pendant la première vague d'attaque, attendant que les exigences brutes retombent avant d'appliquer le chantage affectif. Son message est apparu tout au bas du fil, isolé dans une bulle gris pâle, nous savons que tu feras ce qu'il faut pour ta sœur. Elle avait ajouté un unique emoji cœur rouge pixelisé à la fin de sa phrase. Ce minuscule cœur numérique était le détail le plus glaçant de tout cet échange. C'était une leçon magistrale d'affection détournée en armes. Ma mère ne criait pas. Elle ne menaçait pas. Elle présentait leur extorsion comme un impératif moral. Selon sa logique, si je cédais l'argent, j'étais une bonne fille loyale, respectant le lien familial. Si je refusais, j'étais un monstre égoïste qui accumulait des millions pendant que sa propre sœur faisait face à la ruine. Elle utilisait un symbole d'amour pour imposer un chantage, enveloppant une demande d'argent brut dans le velours doux de l'attente maternelle. J'ai reculé ma chaise du bureau. La climatisation industrielle s'est remise en marche, envoyant un flux continu d'air froid sur ma nuque. Le bourdonnement du système de ventilation semblait incroyablement fort dans le silence de mon espace de travail. Je pourrais taper une réponse. Je pourrais utiliser le clavier virtuel et leur dire la vérité. Expliquer que je n'avais jamais mis les pieds dans cette supérette. Que je n'avais jamais acheté de tickets à gratter ni de grille de loto de toute ma vie. Dire la vérité impliquait d'expliquer l'algorithme. Cela signifiait révéler le logiciel exclusif de routage logistique que j'avais codé durant de longues nuits solitaires dans mon appartement. Cela supposait de révéler qu'un grand conglomérat technologique en pleine expansion dans le Silicon Desert avait discrètement racheté mon logiciel pour une somme qui se trouvait être le miroir exact des gains de la loterie. Plus important encore, cela signifiait violer un accord de confidentialité d'entreprise lié à un contrat de logistique fédéral. L'encre sur ce papier épais dans mon tiroir du bas était à peine sèche. Les stipulations juridiques étaient en béton armé. Si je divulguais les termes du rachat, le montant de l'acquisition ou la nature de l'intégration du logiciel avant l'expiration de la période de confidentialité de 6 mois, l'entreprise technologique annulerait le contrat. Leur service juridique m'attaquerait en justice pour rupture de confidentialité, engloutissant les fonds même que ma famille essayait de me voler. Je perdrais tout ce que j'avais construit. Même si ces restrictions juridiques n'existaient pas, la vérité comportait son propre danger unique. Si mes parents et Vanessa croyaient que j'avais gagné à la loterie, ils considéraient cet argent comme de la chance non méritée. Les gains de loterie appartenaient à l'univers, comme un coup de foudre aléatoire, et donc, dans leur esprit, cet argent appartenait au collectif familial. Ils se sentaient en droit d'avoir une part de ma bonne fortune. Mais s'ils découvraient que j'avais acquis cette richesse par un travail intellectuel acharné, de la discipline et des compétences, leur réaction ne serait pas de la fierté. Ce serait du ressentiment. Ils exigeraient toujours cet argent, mais avec la fureur amère de gens qui réalisent qu'ils ont été surpassés par l'enfant qu'ils avaient désigné comme la bête de somme invisible. Ils me détesteraient d'avoir atteint un niveau de réussite qu'ils ne pourraient jamais égaler. Et ils me puniraient d'avoir prouvé que leurs échecs financiers étaient le résultat de leur propre choix, et non de la malchance. Leur dire que j'avais bâti un actif de plusieurs millions détruirait la hiérarchie délicate de notre famille, cela prouverait que le filet de sécurité discret et obéissant était en réalité la personne la plus forte de la maison. J'ai fixé la capture d'écran du journal télévisé local. Le texte jaune vif me narguait, les laisser croire à ce mensonge protégeait mon contrat d'entreprise.
Cela tenait les avocats à distance, mais accepter leur délire signifiait que j'allais devoir traverser sans bouclier un champ de mine d'exigences croissantes. J'ai posé mes mains sur mes genoux, sentant la vibration d'un autre SMS entrant, et j'ai réalisé qu'expliquer la vérité ferait exploser ma vie professionnelle. Mais garder le secret allait me placer directement dans la ligne de mire de ma propre famille. Je me suis penché vers le tiroir du bas de mon bureau. La poignée en métal brossé était fraîche sous ma paume. J'ai tourné la petite clé en laiton, tiré sur le rail et regardé la chemise de présentation bleue posée à plat sur le fond en acier. À l'intérieur de cette chemise reposaient 50 pages de papier épais. J'en connaissais le poids exact. J'avais senti le grain dense et texturé sous mes doigts lorsque j'avais signé mon nom à l'encre noire 3 semaines plus tôt. Ce paquet physique de contrat d'entreprise contrastait fortement avec les exigences numériques immatérielles et frénétiques qui inondaient mon téléphone. Pourtant, c'était le seul élément qui me rattachait à la réalité. Mes parents et ma sœur exigeaient leur part d'un fantasme. Moi, je gardais un fait empirique. Ma famille fonctionnait sur la ferme conviction que j'étais entré dans une supérette locale, que j'avais tendu un billet d'1 $ et laissé une machine choisir 6 numéros au hasard. Ils pensaient que j'avais gratté une pellicule argentée avec le bord d'une pièce de monnaie et attendu que l'univers me tende aveuglément une fortune. Pour eux, cet argent était un accident cosmique. Il n'était ni gagné ni mérité, et par conséquent, il appartenait à la cellule familiale collective. Je suis ingénieur logiciel. Je ne crois pas à la chance. Je crois à la logique, à une syntaxe propre et à la recherche du chemin le plus efficace entre 2 points de données. Pendant 18 mois, tandis que ma sœur publiait des photos travaillées de paniers tressés importés et que mes parents refinançaient leur hypothèque pour financer son inventaire commercial en déroute, j'ai travaillé. Je passais mes journées à concevoir des interfaces utilisateurs pour une entreprise de logistique de taille moyenne, gagnant un salaire modeste. Je passais mes nuits à analyser des ensembles de données complexes dans l'isolement de mon petit appartement de Chandler. J'avais remarqué une profonde inefficacité dans la façon dont les itinéraires de livraison locaux étaient tracés à travers le réseau tentaculaire de l'agglomération de Phoenix. Les logiciels existants étaient lourds, dirigeant les livreurs vers des embouteillages aux heures de pointe de l'après-midi, gaspillant du carburant et retardant les expéditions régionales. Je ne me suis pas plainte, j'ai décidé de construire un meilleur système. J'ai écrit un algorithme de routage back-end à partir de zéro. J'ai alimenté le modèle d'apprentissage avec des années de schémas de circulation, de plans d'extension des autoroutes municipales et de données météorologiques locales. J'ai passé mes week-ends à déboguer d'infinies lignes de code, à boire de l'eau fraîche et à tracer des itinéraires de livraison théorique sur un tableau blanc jusqu'à en avoir mal aux mains. J'ai créé un cadre prédictif qui optimisait les réseaux de livraison en temps réel, anticipant les variations de trafic avant qu'elles ne se produisent. Je ne l'ai pas conçu pour de l'argent. Je l'ai construit parce que cette inefficacité m'agaçait, et que réparer les systèmes défaillants est le seul moyen que je connaisse pour avancer dans le monde. Un grand conglomérat technologique, qui établissait un nouveau centre de données géant le long de l'autoroute dans la Silicon Valley locale, a eu vent d'un test pilote que j'avais lancé sur un serveur localisé. Il ne voulait pas concurrencer mon algorithme. Il voulait posséder l'architecture sous-jacente. Le processus d'acquisition fut rapide, froid et impitoyablement corporatif. Des cadres sont venus de San José. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence élégante aux parois de verre dans le centre-ville de Phoenix, et ils ont fait glisser une offre ferme sur la table. Le prix d'achat des droits de propriété intellectuelle de mon logiciel était de 4,2 millions de dollars. C'était exactement le même chiffre que celui annoncé par le présentateur du journal télévisé local concernant le gagnant anonyme de la loterie du comté de Maricopa. Les montants correspondaient à la décimale près. Ma famille s'était emparée d'une anomalie statistique, l'avait associée à la vue de ma nouvelle voiture hybride, et avait forgé un délire si puissant qu'il était devenu leur vérité absolue. C'était la double réalité angoissante dans laquelle je vivais désormais. Je possédais la somme exacte qu'ils voulaient, mais j'avais légalement interdiction d'expliquer comment je l'avais obtenue. Le conglomérat technologique avait lié cet achat à un accord de confidentialité strict et non négociable. Le contrat imposait une période de silence de 6 mois. Leur équipe juridique intégrait mon algorithme dans une offre logistique fédérale exclusive, et toute fuite sur les détails de l'acquisition compromettrait leur avantage concurrentiel dans un contrat gouvernemental de plusieurs milliards de dollars. Les pénalités en cas de violation de la clause de confidentialité étaient draconiennes. Les termes imprimés sur ce papier épais étaient clairs. Si je disais la vérité à mes parents, si je leur montrais les relevés de transferts bancaires pour prouver que je n'avais pas gagné à un jeu de hasard,
l'entreprise technologique lancerait des poursuites. Leurs avocats bloqueraient mes comptes, annuleraient l'accord d'achat et réclameraient des dommages-intérêts financiers qui éclipseraient facilement le versement initial. J'étais prise au piège entre le récit fabriqué par ma famille et un piège juridique d'entreprise. Je ne pouvais pas me défendre contre leur délire de loterie sans déclencher ma propre ruine financière. L'ironie amère était que mentir s'avérait juridiquement plus sûr que de revendiquer mes propres compétences. Si j'admettais avoir construit cet actif de mes propres mains, je le perdrais. De plus, je savais exactement comment ma famille réagirait à la vérité. Mes parents ont toujours préféré les fantasmes confortables aux réalités difficiles. Quand mon père a perdu son emploi de cadre moyen il y a 10 ans, et a dit aux voisins qu'il prenait une retraite anticipée. Lorsque la première boutique de Vanessa a fermé pour loyers impayés, ma mère a organisé un dîner et a annoncé que sa fille se réorientait vers un modèle exclusif en ligne. Ils organisaient leur propre réalité, filtrant tous les faits qui menaçaient leur statut. S'ils découvraient que j'avais acquis cette richesse par un travail intellectuel acharné, leur réaction ne serait pas de la fierté. Ils verraient ma réussite comme une accusation directe de leurs propres échecs. Vanessa me détesterait d'avoir atteint une sécurité financière qu'elle ne pourrait jamais égaler. Thomas m'en voudrait de l'avoir surpassé. Ils exigeraient toujours cet argent, mais avec la fureur amère de gens qui réalisent que l'enfant qu'ils considéraient comme la bête de somme invisible est en réalité la personne la plus forte de la maison. L'écran de mon téléphone s'est éteint, puis s'est rallumé. Les notifications frénétiques du groupe de discussion s'étaient ralenties, remplacées par une pression d'un autre genre. Ils comprenaient que je n'allais pas me lancer dans un débat numérique. Les SMS peuvent être ignorés. Les demandes envoyées sur un réseau mobile peuvent rester non lues. Mes parents savaient que pour extorquer des fonds, il fallait un moyen de pression, et qu'un moyen de pression s'applique mieux dans un espace physique. Un nouveau message est arrivé. C'était un SMS direct de mon père, contournant le fil collectif, on arrête de jouer par téléphone. Retrouve-nous au Sunrise Dîner sur Rural Road dans 20 minutes. Ne nous force pas à venir à ton bureau pour faire une scène. Le Sunrise Dîner était un établissement bruyant, éclairé au néon, où nous avions l'habitude de prendre des petits déjeuners bon marché le dimanche matin durant mon enfance. En choisissant un lieu public bondé, mon père me tendait un piège. Il savait que je détestais les spectacles publics. Il savait que mon attitude professionnelle était mon armure, et il s'était dit que je céderais tranquillement les fonds plutôt que de risquer une scène de cris devant 50 inconnus en train de manger des pancakes. Il utilisait ma propre discipline contre moi, me coinçant dans un box où le silence passerait pour de la culpabilité et la dispute pour de la folie. J'ai refermé la chemise bleue dans mon tiroir, tourné la clé en laiton et je me suis levé. L'escarmouche numérique était terminée. La confrontation physique allait commencer. Le passage du calme stérile de mon espace de coworking au chaos gras du Sunrise Dîner m'a donné l'impression de franchir une frontière physique. Le soleil de l'Arizona s'abattait sur l'asphalte fissuré du parking, propageant des vagues de chaleur intense qui déformaient l'enseigne au néon délavé au-dessus de l'entrée. J'ai garé mon véhicule hybride à une place située vers le fond, j'ai éteint le moteur et j'ai laissé le silence s'installer dans l'habitacle pour une dernière minute. Ensuite, j'ai détaché ma ceinture de sécurité et je suis entré dans le piège que mes parents m'avaient tendu. Le restaurant était un vestige d'une décennie passée, rempli de banquettes en sky rouge craquelées, de tables en formica collantes et du bruit de la vaisselle en céramique. C'était l'endroit exact où mon père nous emmenait pour des formules de pancakes bon marché lorsque ses projets commerciaux ambitieux s'effondraient. Choisir ce restaurant spécifique était une manœuvre calculée. C'était un territoire familier, un lieu empreint de nostalgie, conçu pour adoucir mes défenses et me rappeler notre cellule familiale. Je les ai repérés immédiatement. Thomas et Brenda étaient installés dans une banquette d'angle près des portes de la cuisine. Mon père se tenait le dos bien droit, vêtu d'un polo propre, l'air exceptionnellement vigilant. Ma mère était assise à côté de lui, lissant nerveusement une serviette en papier sur la table. Ils ressemblaient moins à des parents attendant leur fille qu'à une équipe d'acquisition hostile préparant une présentation de conseil d'administration. Je me suis avancé et me suis glissé dans le box vide en face d'eux. Aucun d'eux ne m'a serré dans ses bras. Aucun d'eux ne m'a demandé comment s'était passée ma matinée. L'air entre nous était lourd d'une attente illégitime. Avant que quiconque ne puisse parler, une serveuse au tablier taché et à l'air fatigué est arrivée à notre table, sortant un carnet de sa poche pour prendre notre commande. Mon père n'a même pas regardé le menu plastifié. Il s'est adossé au sky rouge et a souri à la serveuse. Il a commandé l'entrecôte avec des œufs,
en précisant qu'il voulait le morceau le plus grand que la cuisine avait en stock. Il a ajouté une portion de galette de pommes de terre garnie et un grand jus d'orange pressé. C'était la combinaison la plus chère du menu. Il a rendu le menu à la serveuse et a pointé un pouce dans ma direction, mettez tout sur la même addition. Ma fille fête quelque chose aujourd'hui. C'est elle qui régale. La serveuse a adressé un sourire poli mais épuisé et s'est tournée vers moi. J'ai commandé un café noir. La présomption pure de ce moment ancrait la réalité de la situation. Mon père était un homme qui avait passé toute sa vie d'adulte à surveiller le prix de chaque article sur un ticket de caisse, à se plaindre amèrement du prix de l'essence et à retourner son anxiété financière contre sa famille. À présent, armé de la fausse croyance que je possédais un pactole de plusieurs millions, sa frugalité avait disparu. Il dépensait mon argent avec désinvolture avant même que j'aie pu prononcer un mot. La serveuse s'est éloignée, nous laissant dans un silence tendu. La nostalgie artificielle du restaurant s'est évaporée. Mon père s'est penché en avant, posant ses coudes sur la table collante. Il a ouvert une pochette en cuir usé qu'il avait posée à côté de sa hanche. Il a fouillé à l'intérieur et en a sorti une simple feuille de papier blanc. Il n'a pas demandé de service. Il n'a pas supplié pour obtenir de l'aide. Il a fait glisser la feuille sur la table en formica jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant moi. J'ai baissé les yeux. C'était un tableur imprimé. Le document était méticuleusement formaté, complet avec des en-têtes en gras et une somme calculée tout en bas. Le titre en haut disait « Plan d'allocation des actifs ». Mes yeux ont parcouru les lignes. Le premier bloc de texte était entièrement dédié à Vanessa. Le tableau détaillait le montant exact requis pour effacer les arriérés de bail commercial de sa boutique en faillite de Scottsdale. En dessous figurait une ligne pour le réapprovisionnement des stocks, suivie d'une demande pour rembourser 3 cartes de crédit distinctes à taux d'intérêt élevé détenues au nom de Vanessa. Le capital total alloué à ma sœur s'élevait à un peu plus de 800 000 $. Le second bloc était consacré à mes parents. L'élément le plus important était simplement répertorié comme « véhicule de retraite ». Le montant demandé était de 450 000 $. Mon père ne plaisantait pas au sujet du camping-car de luxe. Il exigeait un camping-car diesel haut de gamme, le traitant comme un besoin fondamental. Le reste de la page décrivait le remboursement complet de leur hypothèque principale et un montant flou étiqueté « allocation de subsistance ». J'ai regardé le chiffre en gras tout en bas de la page. La somme totale demandée était de 2,1 millions de $ exactement. C'était précisément la moitié du jackpot de 4,2 millions de $ qu'il croyait que j'avais gagné. L'audace de ce papier imprimé coupait le souffle. Ils n'étaient pas venus pour me féliciter. Ils étaient venus gérer un actif qu'ils croyaient sincèrement posséder. Ils avaient réuni un conseil d'administration pour distribuer un dividende, et ils s'étaient accordé une part de contrôle de 50% sur ma vie. Nous avons fait les calculs ce matin, a dit mon père d'un ton calme et autoritaire. Après impôt, il devrait te rester environ 2,8 millions de $ si tu choisis le versement unique. Régler ces éléments te laisse avec 700 000 $. C'est plus qu'assez d'argent pour qu'une fille de ton âge commence à investir dans un fonds indiciel. Il parlait avec l'assurance injustifiée d'un conseiller financier chevronné. Il allouait des fonds fantômes et dictait mon avenir financier en se basant sur une bannière de journal télévisé et un profond sentiment que tout lui était dû. Ma mère a tendu le bras à travers la table pour essayer de poser sa main sur la mienne. J'ai retiré ma main, laissant ses doigts se poser sur le formica nu. « Nous sommes tellement fiers de toi, ma chérie », a dit Brenda d'une voix mielleuse et forcée. « C'est une bénédiction pour toute la famille. Tu sais à quel point Vanessa a des difficultés. Cela va sauver son commerce. Nous allons enfin pouvoir nous détendre. Nous allons tous pouvoir respirer. » Je suis resté parfaitement immobile, utilisant la même discipline que lorsque j'auditais un script de programmation défaillant. J'ai séparé l'émotion des données. Le récit émotionnel qu'il poussait était celui de l'unité familiale et du salut partagé. Les données sous-jacentes racontaient une autre histoire. Les données montraient 2 parents prêts à ruiner leur fille cadette pour subventionner les échecs perpétuels de leur aîné. Je ne pouvais pas leur dire la vérité sur l'algorithme. L'accord de confidentialité enfermé dans mon bureau m'interdisait d'expliquer que ces 4,2 millions étaient le résultat d'un rachat d'entreprise, et non d'un ticket de loto. Mais en fixant ce tableau, j'ai réalisé que la vérité ne changerait rien au résultat. Si je violais la loi fédérale sur les contrats et leur montrais les documents de transfert d'entreprise, ils regarderaient toujours exactement ce même tableau.
Il se moquait de la façon dont le capital avait été généré. Il voulait juste que ce capital existe et qu'ils y aient accès. S'ils savaient que j'avais gagné cet argent par ma propre compétence, ils exigeraient simplement les 2,1 millions de dollars comme une pénalité pour avoir mieux réussi que l'enfant prodige. Ils essayaient de fabriquer un moment sentimental, présentant l'extorsion comme une belle étape familiale. J'ai refusé de participer à cette mise en scène. J'ai levé les yeux du tableau et j'ai croisé le regard de mon père. Je ne paierai pas ça, ai-je dit. Ma voix était calme, posée et totalement dénuée d'émotion. La chaleur feinte a disparu du visage de ma mère, la mâchoire de mon père s'est crispée, son attitude autoritaire se brisant pour révéler une colère sourde et profonde. « Tu ne m'écoutes pas, Lydia, a dit mon père, le ton plus bas. Ce n'est pas une négociation. Tu dois cet argent à la famille. Nous t'avons logé. Nous t'avons élevé. Tu vas signer les ordres de virement d'ici vendredi, où tu découvriras très vite ce qui se passe quand on tourne le dos à son propre sang. » La serveuse est arrivée à ce moment précis, portant une lourde assiette chargée d'une entrecôte épaisse, d'œufs et d'un grand verre de jus d'orange. Elle a posé le festin devant mon père, inconsciente de l'atmosphère toxique qui régnait à la table. Elle a posé mon café noir près du bord. Il était impossible de les raisonner. Ils avaient construit une réalité alternative, s'en étaient proclamés les maîtres et avaient décidé que mon obéissance était obligatoire. Tout dialogue supplémentaire ne ferait qu'alimenter leur délire. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un billet de 20 dollars. Je l'ai posé sur la table à côté de ma tasse de café intacte. C'était plus qu'assez pour couvrir le café noir et laisser un pourboire généreux à la serveuse qui devait les supporter. Je me suis levé de la banquette en sky. Mon père a fixé l'argent, puis m'a regardé, un morceau de viande à mi-chemin de sa bouche. Bon appétit, ai-je dit. Je me suis détourné et suis sorti du restaurant, laissant le tableau imprimé posé à côté du distributeur de sirop. En franchissant les lourdes portes vitrées pour retrouver la chaleur aveuglante de l'Arizona, une froide certitude s'est installée dans ma poitrine. Mes parents n'avaient pas réussi à obtenir les fonds par une présentation formelle. Cela signifiait que Vanessa allait être déployée ensuite, et elle ne s'encombrerait pas d'un tableur. Le trajet de retour vers ma résidence m'a offert une brève parenthèse de solitude climatisée. J'ai dirigé mon véhicule hybride sur les grandes avenues ensoleillées de Chandler, passant devant des centres commerciaux en stuc et des parcs d'activités aux façades de verre. Je savais que mon départ du restaurant déclencherait une seconde phase. Mes parents fonctionnaient selon une hiérarchie d'escalade prévisible. Lorsque leur tentative d'autorité paternelle échouait autour d'une entrecôte et d'œufs, ils déployaient inévitablement leur atout le plus instable. Je me suis préparé mentalement pour la suite de leur protocole d'extorsion. J'ai franchi l'entrée sécurisée de ma résidence et j'ai attendu que la grille en fer coulisse sur son rail. Je me suis garé sur ma place attitrée, cherchant un peu de fraîcheur dans la bande d'ombre offerte par le toit en tôle ondulée. J'ai coupé le contact, pris mes clés et ouvert la portière conducteur. Au moment où mon pied a touché l'asphalte chaud, le claquement sec et rythmé d'un talon aiguille a résonné dans le parking vide. Vanessa m'attendait. Elle se tenait debout, bloquant l'escalier en béton qui menait à mon appartement du 2e étage. Ma sœur aînée avait clairement abandonné le personnage serein et soigné qu'elle affichait pour ses clients. Sa posture était rigide, et sa mâchoire serrée dans une ligne dure et sans concession. La chaleur féroce du désert commençait déjà à faire couler son maquillage méticuleux, mais elle n'y prêtait aucune attention. Elle avait roulé directement depuis Scottsdale dès que nos parents l'avaient informé que leur présentation avait échoué. Je me suis arrêté, maintenant une distance physique délibérée entre nous. Mes yeux se sont naturellement fixés sur l'objet qu'elle tenait serré contre ses côtes. C'était un sac à main de créateur de couleur crème, doté d'éléments en métal doré qui captaient la lumière aveuglante du soleil de l'après-midi. Le prix de vente de cet accessoire de luxe tournait autour de 3000 dollars. Je savais avec une certitude mathématique qu'elle l'avait acheté en utilisant un compte de crédit revolving qu'elle n'avait pas les moyens de rembourser. Elle serrait le cuir souple de ses doigts crispés, arborant un symbole de richesse tout en s'apprêtant à implorer un sauvetage financier. « Tu les as abandonnés » a dit Vanessa. Sa voix avait perdu la douceur mielleuse qu'elle employait d'ordinaire pour demander un service. Elle était tranchante et gutturale, résonnant à travers les rangées de voitures garées. Papa m'a appelé depuis le restaurant. Tu as laissé un billet de 20 sur la table et tu es parti alors qu'ils essayaient de sauver mon commerce. Je n'ai pas cherché à me défendre. Je suis resté sous l'auvent métallique et j'ai regardé sa poitrine se soulever d'indignation.
Défendre mes actions reviendrait à admettre que ces arguments étaient valables, et je refusais de m'engager dans une réalité inventée. Tu accumules des millions de dollars, a crié Vanessa en faisant un pas soudain vers moi. Le son a rebondi sur les murs en stuc des bâtiments environnants. As-tu la moindre idée du stress que je subis? Le propriétaire commercial a envoyé un avis d'expulsion final hier. Mes fournisseurs menacent de faire appel à des huissiers. Je me noie, Lydia, et toi tu es assise sur une fortune, et tu refuses d'aider ta propre famille. L'hypocrisie de sa déclaration était stupéfiante. Elle portait l'équivalent du produit intérieur brut d'une petite nation insulaire à son bras tout en me faisant la morale sur la ruine financière. J'observais ses mouvements erratiques avec un détachement clinique. Pendant des années, j'avais absorbé son anxiété. J'avais fait les chèques pour payer ses frais d'immatriculation en retard et j'avais hoché la tête avec sympathie lorsqu'elle rejetait la faute de ses mauvaises décisions de stock sur les tendances macroéconomiques. À présent, forte de l'hypothèse que j'avais gagné le jackpot, elle se sentait le droit d'abandonner son rôle de victime pour jouer celui d'une créancière légitime exigeant un paiement immédiat. Voyant que mon silence durait, Vanessa a changé de tactique. Le chantage affectif s'est transformé en une menace moderne calculée. Elle a réalisé que la culpabilité n'était pas un levier efficace, elle a donc opté pour l'humiliation publique. Tu penses que tu peux simplement nous ignorer et te cacher dans ta petite bulle technologique, a-t-elle ricané, sortant son smartphone de son sac de marque. Tu te crois intouchable parce que tu écris du code pour gagner ta vie? J'ai 30 000 abonnés, Lydia. Je connais la moitié des directeurs marketing du Silicon Desert. Je connais les coordinateurs d'événements et les fondateurs de start-up locaux. J'ai construit un réseau pendant que tu te cachais derrière un écran. Elle a tapoté l'écran de son appareil, le tenant comme une arme. Je vais lancer un direct tout de suite, depuis ce parking. Je vais dire à toute la communauté tech de Phoenix quel genre de personne tu es. Je vais leur dire que tu as gagné un jackpot de 4 millions de dollars et que tu as laissé ta famille crever de faim. Je vais taguer ton espace de coworking. Je vais taguer tous les cabinets de logiciels de la vallée. On verra bien si on veut t'embaucher quand tout le monde saura que tu es une traîtresse cupide et déloyale. Elle avait l'intention de s'appuyer sur sa plateforme numérique pour détruire ma réputation professionnelle, utilisant la honte publique pour me forcer à payer. Une version plus jeune de moi aurait paniqué. J'aurais pu la supplier de ne pas jeter mon nom en pâture sur Internet, terrifiée par les retombées sociales et professionnelles. Une campagne de dénigrement public pouvait détruire une carrière, incitant les employeurs potentiels à considérer le candidat comme un risque. Cependant, ma formation d'ingénieur m'imposait d'analyser la structure de sa menace. Si elle lançait un direct et diffusait un récit sur un gain de loterie, elle viendrait en réalité renforcer mon histoire de couverture. Les avocats d'entreprise chargés de faire respecter mon accord de confidentialité ne se soucieraient pas d'une rumeur inventée concernant un jeu de hasard. Leur seule préoccupation était de protéger la propriété intellectuelle de l'algorithme. En hurlant au sujet d'un jackpot, Vanessa se proposait de construire un écran de fumée encore plus épais autour du secret d'entreprise que j'étais légalement tenu de protéger. Elle menaçait de me détruire avec un mensonge qui, en réalité, me protégeait. J'ai laissé mon regard dériver de ses yeux affolés vers son sac à main impeccable, puis je l'ai fixé à nouveau. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas répondu à son énergie chaotique. J'ai utilisé la tactique la plus désarmante dans une négociation à haut conflit. J'ai énoncé un fait d'observation calme. Ton téléphone est à 10% de batterie, Vanessa, ai-je dit doucement. Tu devrais probablement le charger avant de détruire ma vie. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. Elle avait anticipé des excuses en larmes ou une contre-proposition désespérée. Mon refus calme de m'engager a court-circuité toute sa stratégie. Elle m'a dévisagé, le visage rouge de colère, réalisant que les vieilles règles du jeu ne s'appliquaient plus. Son exigence armée n'avait aucun pouvoir sur une cible qui refusait de scier. Je l'ai contournée, j'ai monté les escaliers en béton et j'ai déverrouillé ma porte d'entrée. Je suis entré dans l'espace frais et calme de mon appartement, et j'ai refermé la porte, la laissant seule dans la chaleur étouffante du parking. J'ai tourné le verrou, sécurisant la frontière physique entre nous. Le calme de mon salon m'offrait un refuge temporaire, mais le conflit n'était pas terminé. Il venait simplement d'être poussé à son point de rupture. Je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau fraîche. 10 minutes plus tard, une notification a retenti sur mon ordinateur portable posé sur le comptoir en granit.
Ce n'était pas un SMS. C'était un email officiel envoyé à plusieurs destinataires. L'expéditeur était mon père, avec Vanessa et ma mère en copie. L'objet était vide. J'ai ouvert le document et lu le contenu. Le texte était bref, coordonné et dépouillé de tout semblant d'affection familiale. Il décrivait une exigence finale et unifiée, ils exigeaient que les 2,1 millions de dollars soient transférés sur un compte joint avant vendredi à 17 h. Si les fonds n'arrivaient pas, précisait l'email, ils prendraient des mesures permanentes et irréversibles pour m'exclure de leur vie à jamais. L'extorsion était passée d'une menace criée sur un parking à un ultimatum formel et documenté. L'email brillait sur mon comptoir, un contrat numérique m'offrant le choix entre mon avenir financier et ma famille. Les conditions étaient exposées en texte noir sur un écran blanc et froid, dénué de toute chaleur familiale. Transférer 2,1 millions de dollars d'ici vendredi à 17 h ou perdre ma place dans leur vie. La menace était explicite. Je me tenais dans le calme de mon appartement, écoutant le léger ronronnement du réfrigérateur, assimilant le fait que mes parents venaient de réduire toute notre relation à une demande de rançon. Avant même que l'écran ne se mette en veille, mon téléphone a commencé à sonner. L'identité de l'appelant affichait le nom de mon père. Il n'allait pas attendre une réponse écrite. Il voulait entendre la soumission dans ma voix. Ils avaient besoin de la confirmation auditive que leur chantage avait fonctionné. J'ai pris l'appareil et j'ai appuyé sur l'icône verte, portant le haut-parleur à mon oreille. Je n'ai pas dit bonjour. Lydia, a dit mon père. Sa voix était sèche, portant l'écho métallique d'un haut-parleur. Ma mère était assise juste à côté de lui. Tu as lu l'email. Je l'ai lu, ai-je répondu, gardant un ton parfaitement égal. Alors tu comprends la position dans laquelle tu nous as mis, a-t-il poursuivi, rejetant la faute sur moi avec une aisance habituelle. Nous ne voulions pas en arriver là. Nous espérions que tu entendrais raison au restaurant. Nous espérions que tu reconnaîtrais tes obligations envers les personnes qui t'ont élevé, mais puisque tu veux te comporter comme une étrangère, nous allons te traiter comme telle. Ma mère s'est approchée du micro. La chaleur feinte qu'elle avait affichée au restaurant avait totalement disparu. Sa voix était cassante, dépouillée jusqu'à ses fondations froides. Si ce transfert ne parvient pas sur les comptes de ta sœur d'ici vendredi soir, tu ne feras plus partie de cette famille. Tu comprends ce que cela signifie, Lydia? Tu ne viendras pas pour Thanksgiving. Tu ne nous appelleras pas pour les anniversaires. Si tu as une urgence, tu ne composeras pas nos numéros. Nous allons t'effacer. Les mots sont restés suspendus dans l'air, transmis à travers les antennes relais et acheminés dans le silence de mon salon. Nous allons t'effacer. C'était le chantage affectif ultime, l'arme nucléaire de leur arsenal de manipulation. Pour un enfant élevé pour être le filet de sécurité invisible, la menace d'un abandon total est conçue pour être un coup mortel. Elle est censée faire fléchir les genoux. Elle doit déclencher des excuses désespérées et en larmes, et une capitulation immédiate. Alors que j'écoutais le léger grésillement de la ligne, mon esprit n'a pas paniqué. Au lieu de cela, il est revenu aux derniers instants passés au Sunrise dîner plus tôt cet après-midi-là. Après avoir posé le billet de 20 $ sur la table en formica pour couvrir mon café et le pourboire de la serveuse, je me étais tourné vers la sortie. Mais avant que je ne puisse pousser la lourde porte vitrée, le gérant du restaurant m'avait intercepté à la caisse d'entrée. Il tenait un ticket imprimé, l'air embarrassé. Mon père l'avait interpellé depuis le box, pointant un doigt vers mon dos, déclarant haut et fort que sa fille s'occupait de l'addition principale. J'aurais pu contester. J'aurais pu faire une scène, criant à travers la salle bondée que l'homme dans le box du fond devait payer pour son propre repas extravagant. Au lieu de cela, j'avais ouvert mon portefeuille et sorti ma carte de débit. C'était une carte bancaire standard, aux bords usés et écaillés par des années d'utilisation prudente et calculée. Ce n'était pas la carte en métal élégante d'une millionnaire. J'ai inséré le plastique usé dans le lecteur de puce. J'ai regardé l'écran me demander le montant du pourboire. L'entrecôte, les pommes de terre garnies et le jus d'orange s'élevaient à 38,42 $. J'ai tapé 0,00 sur la ligne du pourboire, sachant que j'avais déjà récompensé la serveuse avec l'argent laissé à la table. J'ai autorisé le total exact, 38,42 $. J'avais payé son repas au centime près, m'assurant que je ne lui devais rien, et m'assurant de ne pas lui donner un centime de plus que nécessaire. Ce morceau de plastique usé et les mathématiques exactes de cette transaction se sont cristallisés dans ma mémoire alors que je tenais le téléphone contre mon oreille.
Ce reçu était la métaphore parfaite de toute mon existence au sein de leur foyer. On s'attendait à ce que je couvre les coûts élevés, que j'efface leur déficit tout en ne recevant rien d'autre que la facture. Tu m'écoutes, a exigé mon père au haut-parleur, perdant patience. Nous allons t'exclure, Lydia. Tu n'auras plus personne. Le rocher a bougé. Le poids écrasant de leurs attentes s'est brisé, se fendant par le milieu avant de s'effondrer. Une vague de tristesse profonde et immense m'a submergé. Mais ce n'était pas la tristesse de les perdre. C'était la tristesse de réaliser que je pleurais une illusion. Je pleurais les parents que je méritais, pas les parents qui me parlaient actuellement au téléphone. Ce qu'ils menaçaient de me retirer, c'était leur amour conditionnel. Et l'amour conditionnel n'est qu'une transaction déguisée en affection. On ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a jamais possédé. Ils menaçaient de révoquer mon accès à une dynamique familiale qui n'existait que pour me vider de mon énergie. Ils promettaient de me libérer du fardeau des dettes de ma sœur, de l'anxiété financière de mon père et de la culpabilité armée de ma mère. Ils croyaient me condamner à l'isolement. En réalité, ils me remettaient les clés de ma propre liberté. J'ai pris une inspiration lente et profonde. L'air dans mon appartement semblait plus léger, débarrassé de l'obligation pesante qui m'avait serré la gorge pendant 23 ans. J'ai regardé l'écran éteint de mon ordinateur portable sur le comptoir, connaissant le solde exact de mes comptes et la nature stricte de l'accord de confidentialité d'entreprise enfermé dans mon bureau. Je savais qui j'étais, ce que j'avais construit et ce que je valais. Lydia, a lancé ma mère, la voix tendue par le désespoir. Réponds-nous. Est-ce que tu vas envoyer l'argent? J'ai tenu le téléphone fermement. Je n'ai pas cherché à justifier ma décision. Je n'ai pas expliqué l'algorithme de routage logistique ni le rachat de l'entreprise. Je ne leur ai pas rappelé l'enregistrement de voitures expirées que j'avais payé ni les innombrables autres sauvetages silencieux que j'avais effectués au fil des ans. Leur donner une explication impliquerait que c'était une négociation, et une négociation suppose qu'ils détiennent encore un moyen de pression. Non, ai-je dit. Ce fut une syllabe unique, jetée au milieu de l'appel avec le bruit lourd et final d'une porte de coffre-fort qui se verrouille. Pendant 3 longues secondes, il y eut un silence absolu sur la ligne. Le calme était si dense qu'il semblait physique. Je pouvais les imaginer assis à leur table de cuisine, fixant le téléphone, les visages figés par le choc alors que la réalité de mon refus s'imposait à eux. La bête de somme invisible venait de détruire son enclos. Mon père a pris son souffle pour parler, probablement pour déverser un torrent de rage, mais je n'ai pas attendu que les syllabes se forment. J'ai bougé mon pouce, tapoté l'icône rouge sur mon écran et coupé la communication. L'appel a pris fin. Le silence dans mon appartement est revenu, entier et imperturbable. J'ai posé le téléphone sur le comptoir en granit et je me suis approché de la fenêtre, regardant le paysage sombre de l'Arizona. Les lampadaires se sont allumés, projetant de longues ombres sur la chaussée. La manipulation affective avait échoué. Le chantage, les embuscades publiques et les ultimatums s'étaient brisés contre un refus simple et calme. Mais alors que je regardais des phares balayer le parking de la résidence, le calme dans ma poitrine s'est transformé en vigilance. Ma famille fonctionnait à la désespérance. Ils se noyaient sous les dettes, convaincus qu'une fortune de loterie était à leur portée. En leur retirant leur levier émotionnel, je n'avais pas mis fin à la guerre. J'avais simplement forcé mes proches à changer de tactique. S'ils ne pouvaient pas obtenir l'argent par les mots, ils allaient chercher des preuves par la force. Ils avaient épuisé leurs armes psychologiques, ce qui signifiait qu'ils s'apprêtaient à franchir une frontière légale très réelle et très dangereuse. 2 jours passèrent sans un seul message vocal ou email. Le silence numérique provenant de ma famille était absolu. Je savais qu'il ne fallait pas interpréter leur calme comme un repli. Dans l'écosystème de mes proches, le silence n'était jamais une trêve. C'était une phase de préparation. Ils avaient épuisé leur répertoire d'influence émotionnelle et émis leur ultimatum final. Lorsque la date limite était passée sans virement bancaire, ils avaient été contraints de réévaluer leur stratégie. Ils croyaient que je détenais une fortune de plusieurs millions de dollars, les gens désespérés ne renoncent pas simplement à un jackpot perçu. Ils ont changé d'angle d'attaque. C'était un jeudi matin et j'étais de retour à mon bureau dans l'espace de coworking de Chandler. Je portais un casque à réduction de bruit, plongé dans une session de programmation intense. L'entreprise technologique qui avait acheté mon algorithme de logistique exigeait une intégration parfaite de mes protocoles de routage back-end dans leur serveur avant la fin du mois.
Ce travail exigeait un niveau de concentration extrême. Je suivais des paquets de données sur plusieurs réseaux de livraison simulés, optimisant le flux d'informations pour éliminer les micro-retards dans le réseau. Mon clavier mécanique cliquetait à un rythme régulier et ininterrompu. Puis une impulsion haptique a vibré contre mon poignet gauche. J'ai arrêté de taper. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran de ma montre connectée. L'écran s'est allumé, affichant une alerte de mouvement provenant de l'application de sécurité reliée à mon appartement. J'avais installé une petite caméra discrète au-dessus de ma porte d'entrée un an auparavant pour surveiller les livraisons de colis. Mon appartement du rez-de-chaussée disposait d'une entrée extérieure, et la société de gestion immobilière avait installé des boîtes aux lettres métalliques individuelles encastrées dans le mur de stuc, juste à côté de chaque porte. J'ai tapoté la notification sur mon poignet. L'application a renvoyé le flux sur le deuxième écran de mon ordinateur. La vidéo a chargé pendant une fraction de seconde avant de s'afficher dans une définition nette de 1080p. Vanessa se tenait sur mon paillasson. Elle n'était pas seule. Son mari Jared se tenait à ses côtés, surveillant le parking vide derrière son épaule. Jared était un homme qui s'exprimait presque entièrement avec le vocabulaire emprunté à la culture de l'effort permanent et de la finance décentralisée. Bien qu'il conduisît une berline européenne en leasing qu'il avait à peine les moyens d'alimenter en carburant, il recherchait des gains volatiles sur des appels de marge, proposant des projets technologiques révolutionnaires qui ne se concrétisaient jamais au-delà d'un diaporama soigné. Lui et Vanessa formaient un couple parfait, deux personnes noyées sous des dettes toxiques tout en affichant l'esthétique parfaite de la richesse. Si Vanessa était désespérée de sauver sa boutique, Jared l'était tout autant de couvrir ses positions de marché surévaluées. Un gain de loterie fantôme ressemblerait à un miracle pour un homme habitué à jouer avec un capital qu'il ne possédait pas. Vanessa portait de grandes lunettes de soleil sombre et un chapeau de soleil à large bord. C'était une tentative théâtrale d'anonymat qui ne faisait que la rendre plus visible dans la clarté de la matinée de l'Arizona. Elle a pointé un doigt manucuré vers la boîte aux lettres en aluminium fixée au mur. Jared a fait un pas en avant. Il a sorti de la poche de son pantalon ajusté un tournevis plat. Je suis resté figé sur ma chaise ergonomique, regardant la scène en temps réel. La réalité de leurs actions s'est imposée à moi. Ils étaient convaincus que j'avais gagné à la loterie de l'Arizona. Ils supposaient que la commission d'État m'avait envoyé des courriers officiels, des documents fiscaux ou peut-être les chèques de paiement physiques directement à mon adresse résidentielle. Fatigués d'attendre que je leur cède les fonds, ils avaient traversé la vallée pour récolter les preuves eux-mêmes. Jared a enfoncé la pointe en acier du tournevis dans la fente étroite de la porte de la boîte aux lettres verrouillée. Il a appuyé son avant-bras contre le mur de stuc et a exercé une pression vers le bas en utilisant l'outil comme levier. Le cadre en aluminium bon marché a résisté un instant, puis a cédé. Un claquement métallique sec a résonné dans le flux audio de la caméra alors que le mécanisme de verrouillage se brisait. La petite porte métallique s'est ouverte, oscillant sur sa charnière inférieure. Il venait de commettre un délit fédéral. Les services postaux des États-Unis considèrent la destruction d'une boîte aux lettres et le vol de courrier comme des infractions fédérales graves. Ma sœur et son mari avaient franchi la ligne, séparant le chantage affectif d'un comportement criminel indéniable et documenté. Ils risquaient une inculpation fédérale par pure cupidité. Vanessa a bousculé Jared dès que la porte est tombée. Elle a plongé ses mains dans les trois compartiments, ses doigts grattant le contenu. Elle cherchait des enveloppes en papier épais portant des sceaux officiels du gouvernement. Elle cherchait les preuves tangibles d'une fortune qui n'existait pas. L'ironie moderne de ce moment m'est apparue, nette et indiscutable. J'étais assise dans un incubateur technologique stérile et climatisé, gérant les phases finales d'intégration d'un actif exclusif qui m'avait légitimement rapporté des millions. Pendant ce temps, affiché sur un rectangle de pixels juste à côté de mon éditeur de code, ma sœur et son mari se tenaient sur un palier en béton, commettant un crime rudimentaire avec un outil à $5. Ils risquaient des années dans un pénitencier fédéral pour voler des factures d'eau et des prospectus de supermarchés. La caméra transmettait leur désespoir frénétique avec une clarté totale. Mon pouls est resté régulier. Je n'ai pas pris mon téléphone pour composer le numéro des urgences. Envoyer une patrouille de police locale se traduirait par une arrestation publique et disgracieuse sur le pas de ma porte. J'avais besoin de discrétion et de contrôle, pas de sirène ni de gyrophare. Appeler les autorités aurait confié le déroulement des faits à l'État, transformant un avantage privé en un spectacle public. J'ai déplacé mon curseur sur l'écran.
J'ai ouvert le tableau de bord de l'application de sécurité sur mon bureau et j'ai cliqué sur l'icône d'exportation. J'ai envoyé le fichier vidéo directement vers un dossier cloud sécurisé et chiffré. J'ai regardé la barre de progression se remplir rapidement, capturant la serrure brisée, le profil clair de Jared et les mains frénétiques de Vanessa. Je n'étais plus seulement une cible subissant leur harcèlement. J'étais une archiviste. J'accumulais des preuves irréfutables, construisant une forteresse de faits qu'ils ne pourraient pas contester, nier ou déformer par des mensonges. Sur la vidéo, Vanessa a sorti une poignée de papier de la boîte métallique. Elle a parcouru les enveloppes, déchirant les courriers publicitaires et les prospectus promotionnels. Ses mouvements rapides ont commencé à ralentir à mesure que la réalité s'imposait à elle. Il n'y avait pas de chèque de la commission. Pas de traite bancaire. Il n'y avait rien d'autre que la correspondance banale d'une vie normale. Elle a jeté le tas de papier inutile sur le paillasson dans un accès de rage soudain. Les enveloppes se sont éparpillées sur le béton. Elle s'est retournée, le visage tordu par la frustration sous ses grandes lunettes de soleil, et a descendu l'allée d'un pas lourd vers le parking. Jared a hésité une seconde, jetant un regard nerveux à la petite porte en aluminium cassée qui pendait avant de faire demi-tour et de courir après sa femme. Le flux a enregistré leur départ jusqu'à ce qu'ils disparaissent du cadre. J'ai fermé l'application et fixé l'écran vide. La fouille physique avait échoué. Ils avaient franchi une limite dangereuse, détruit une propriété fédérale et en étaient ressortis sans le moindre levier. Cet échec n'allait pas les inciter à reculer. Il allait rendre mes parents furieux. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas voler les preuves, ils allaient inévitablement chercher une nouvelle méthode agressive pour me forcer la main. Ils cesseraient d'essayer de trouver l'argent dans l'ombre et tenteraient d'exposer cette fortune fantôme au grand jour, fabriquant une arme qu'ils croyaient imparable. Les néons de l'espace de coworking de Chandler projetaient une lumière stérile et uniforme sur la surface de mon bureau. J'étais plongé dans les étapes finales du chiffrement des paquets de données, traçant des itinéraires de livraison virtuels sur une carte simulée de la vallée lorsqu'une ombre est tombée sur mon clavier mécanique. La réceptionniste se tenait à côté de ma chaise, tenant une enveloppe en carton rigide et un stylet de signature numérique. Elle a pointé l'écran du doigt, m'indiquant où je devais signer pour recevoir un courrier recommandé. J'ai tracé mon nom sur l'appareil, j'ai pris l'enveloppe et j'ai attendu qu'elle s'éloigne avant d'inspecter l'étiquette de l'adresse de l'expéditeur. L'étiquette imprimée ne présentait pas le design épuré et minimaliste typique des entreprises technologiques avec lesquelles je communiquais quotidiennement. L'expéditeur était répertorié comme le cabinet juridique de Gary Trenton. Une recherche rapide sur mon téléphone a révélé que le cabinet était situé dans un centre commercial vieillissant, coincé entre un entrepôt de matelas discount et une officine de crédit à la consommation dans la banlieue poussiéreuse de Mesa. Ma famille avait épuisé son influence affective avec cet appel téléphonique. Ils avaient échoué dans leur tentative d'intimidation physique lorsque Vanessa et Jared avaient forcé ma boîte aux lettres pour n'y rien trouver. À présent, à court d'options et désespérés d'accéder à une fortune qu'ils croyaient leur échapper, ils s'étaient cotisés pour engager un homme de loi. J'ai glissé mon pouce sous le rabat adhésif et j'ai déchiré le carton. Le bruit sec du papier déchiré a semblé exceptionnellement fort dans l'espace de travail silencieux. À l'intérieur reposaient 3 pages de papier d'imprimante standard, reliées dans le coin supérieur gauche par une simple agrafe. Le document sentait le toner bon marché ayant surchauffé. L'entête sombre et imposant en haut de la première page était clairement conçu pour intimider le destinataire, mais mes yeux ont immédiatement repéré une faute de frappe flagrante dans le sous-titre. Le texte présentait fièrement M. Trenton comme un expert en litige civil. Cette lettre erronée trônait juste au milieu du mot « monument indiscutable d'incompétence ». Ce mot mal orthographié résumait parfaitement le contraste entre ma réalité et leur attaque. Je passais mes journées à écrire des lignes de code parfaites, évoluant dans un environnement où un seul point-virgule mal placé ou une chaîne de caractères brisés ferait planter tout un système de routage logistique. Mon monde professionnel exigeait de la perfection, de la logique et des tests rigoureux. Mes parents avaient lancé une campagne d'extorsion en utilisant un avocat au rabais qui n'avait même pas pris la peine de faire une vérification orthographique de base sur son propre papier à en-tête professionnelle. J'ai lissé les pages sur mon bureau et j'ai commencé à lire. Le document était une mise en demeure formelle couplée à une menace de poursuites civiles imminentes. Au fur et à mesure que je déchiffrais le jargon juridique dense, la nature réelle de leur nouvelle stratégie se révélait. Ils ne se contentaient plus de réclamer une part d'un supposé gain de loterie par un vague sens de l'obligation familiale. Ils avaient construit un récit juridique mensonger pour revendiquer formellement la propriété de cet argent. Selon la lettre,
Mon père affirmait que le dimanche après-midi précédant le tirage de la loterie, il m'avait remis un billet de 10 dollars propre. Le document prétendait qu'il avait fourni cet argent avec des instructions explicites pour que j'achète 2 tickets flash à la supérette située sur mon trajet habituel de retour. De plus, l'avocat déclarait que Thomas et moi avions conclu un contrat verbal dans son allée, scellant un accord de partenariat contraignant pour partager équitablement les gains potentiels. Ce récit était une fiction pure et simple. Mon père ne m'avait jamais remis d'argent liquide pour quelque raison que ce soit depuis mon adolescence. Le dimanche en question, j'avais payé mon propre carburant, acheté mes propres courses et passé la soirée seul dans mon appartement à déboguer mon algorithme. Il avait pris une coïncidence géographique, mon code postal correspondant au lieu de vente gagnant diffusé aux informations et avait rétroactivement inventé une histoire détaillée pour s'insérer dans une transaction financière qui n'avait jamais eu lieu. La lettre m'accusait de manquement à mon devoir fiduciaire, de fraude et de dissimulation illégale d'actifs partagés. Elle exigeait que je bloque tous les transferts de capitaux et que je verse immédiatement 2,1 millions de dollars sur le compte de fiducie de M. Tranton en attendant un règlement final, menaçant de demander des mesures conservatoires d'urgence si je ne m'y conformais pas. Je me suis adossé à ma chaise. Le délire pur requis pour rédiger ce document était stupéfiant. Il n'avait pas seulement mal interprété une série d'événements coïncidents. Il s'était assis dans une pièce avec un avocat agréé et avait tissé un mensonge délibéré, traitant le système judiciaire comme un simple outil d'extorsion supplémentaire. Cette tactique correspondait parfaitement au passé de mon père. Thomas avait toujours considéré la loi comme un mécanisme de gain rapide plutôt que comme un système de justice. Il y a des années, il avait engagé un artisan indépendant pour réparer une section mineure de notre toit. Lorsque l'ouvrier avait accidentellement laissé une petite tache de graisse sur le pavé de l'allée, mon père l'avait menacé d'un procès dévastateur pour dommages matériels. Il avait intimidé l'homme effrayé pour qu'il renonce à la totalité de ses frais de main-d'œuvre afin de mettre fin à la menace juridique. Mon père considérait les procès comme une baguette magique qui forçait les gens à céder de l'argent pour s'éviter des ennuis. Il tentait de déployer exactement la même stratégie contre sa propre fille. Il croyait que la menace d'une bataille judiciaire longue et coûteuse m'effrayerait. Il calculait que je regarderais les frais d'avocat à venir et le stress d'un procès public pour simplement lui remettre une partie du jackpot afin de faire disparaître le problème tranquillement. Ce qui fonçait sur moi était la réalisation de la distance qu'ils étaient prêts à parcourir pour prendre ce qui ne leur appartenait pas. Ils étaient prêts à se parjurer. Ils étaient prêts à signer des déclarations sous serment détaillant une conversation qui n'avait jamais eu lieu. Ils étaient prêts à commettre une fraude devant le tribunal pour voler un prix qu'ils n'avaient absolument pas contribué à créer. Mon premier réflexe, né de 2 décennies passées à essayer d'atténuer les crises familiales et de corriger leurs erreurs, fut de saisir mon smartphone. Je voulais appeler le numéro imprimé sur l'entête défaillant, exiger de parler à ce Gary Tranton et lui dire la vérité. Je voulais l'informer que ses clients déliraient, qu'il n'y avait pas de ticket gagnant et que la fortune en question était le résultat d'un rachat de logiciels d'entreprise lié par un accord de confidentialité strict. Je voulais présenter les faits et regarder leur dossier mensonger s'intégrer dans le néant. Mais alors que mes doigts effleuraient le bord de mon téléphone, je me suis arrêté. Les faits ne me sauveraient pas. Si j'appelais ce cabinet de zone commerciale et expliquais l'algorithme de routage sous-jacent, mon père pivoterait simplement. Dès qu'il apprendrait que l'argent provenait d'un conglomérat technologique, il réécrirait sa fiction pour l'adapter à cette nouvelle réalité. Il prétendra soudainement qu'il avait financé mon premier équipement informatique ou qu'il avait payé une partie essentielle de mon loyer pendant la phase de développement du logiciel. Il créerait un nouveau contrat de partenariat tout aussi faux pour revendiquer les droits de propriété intellectuelle. Si ma famille réalisait que la richesse avait été générée par ma propre intelligence et ma discipline, leur cupidité ne ferait que s'intensifier, alimentée par un ressentiment amer de voir que je les avais surpassés. Dire la vérité violerait mon contrat d'entreprise et leur fournirait les informations exactes dont ils avaient besoin pour affiner leur attaque. Expliquer la réalité à des personnes attachées à un délire est une erreur tactique fatale. Cela ne fait que leur fournir de nouvelles munitions à utiliser contre vous. J'ai de nouveau regardé le mot mal orthographié sur l'entête. La machination chaotique de ma famille me regardait en face, fonctionnant sur de fausses hypothèses et des mensonges flagrants. Il agitait aveuglément une arme dans le noir, convaincu d'avoir coincé une gagnante de loterie. J'ai réalisé alors que la réponse la plus puissante était de ne pas répondre du tout. Si je tentais de corriger leur récit, je me battrais selon leurs conditions, jouant la défense contre un ensemble de mensonges en constante évolution. Je devais les laisser continuer à construire ce partenariat fictif.
Je devais les laisser déposer les documents officiels, signer les déclarations juridiques et s'enfermer dans une histoire structurellement fragile. Ils croyaient tendre un piège juridique brillant à une fille déloyale. Ils n'avaient aucune idée qu'ils tissaient un piège pour eux-mêmes. J'ai plié les 3 pages de papier bon marché, je les ai glissées à nouveau dans l'enveloppe en carton déchiré et j'ai placé l'ensemble dans le tiroir du bas de mon bureau. Je l'ai posé juste à côté de la chemise bleue contenant mon contrat de rachat d'entreprise. Le décor était planté, et j'allais les laisser jouer leur mensonge jusqu'au bout. Le lendemain matin, j'ai contourné mon trajet habituel vers l'espace de coworking. J'ai dirigé mon véhicule hybride sur l'autoroute en direction de l'ouest, roulant vers les structures imposantes de verre et d'acier du centre-ville de Phoenix. L'avocat au rabais que mes parents avaient engagé travaillait dans un centre commercial défraîchi à la périphérie de la ville. Moi, j'avais besoin d'un défenseur habitué à la réalité des litiges d'entreprise à grands enjeux. En utilisant une fraction minime du capital initial issu du rachat de mon logiciel, j'avais obtenu une consultation avec un associé principal d'un grand cabinet d'avocats de l'Arizona. La salle de réception était un espace d'acier brossé, de béton poli et de verre dépoli, exhalant une autorité tranquille et inébranlable. Une réceptionniste m'a offert de l'eau gazeuse et m'a escorté dans une salle de conférence d'angle offrant une vue panoramique sur le désert de Sonora. David Caldwell est entré un instant plus tard. Il portait un costume anthracite sur mesure et tenait un bloc-notes impeccable. C'était un homme qui démantelait des litiges financiers complexes pour gagner sa vie, et son attitude était clinique, efficace et précise. Je me suis assise en face de lui et j'ai ouvert ma mallette en cuir. J'ai sorti l'enveloppe en carton contenant la mise en demeure de Gary Trenton. J'ai fait glisser les 3 pages de papier bon marché sur la table en acajou poli. Caldwell a pris le document. Il a parcouru les allégations mensongères concernant un billet de $10 et un contrat verbal fictif. Il a remarqué la faute de frappe flagrante dans l'entête, et un léger sourire entendu a effleuré le coin de ses lèvres. Il a posé le papier avec le soin délicat que l'on pourrait utiliser pour manipuler un déchet fragile. Ensuite, j'ai récupéré la chemise de présentation bleue. Je l'ai posée sur la table. J'ai expliqué que j'étais lié par un accord de confidentialité, mais que le secret professionnel de l'avocat offrait un cadre sûr pour discuter du contenu. J'ai fait glisser le papier épais vers lui. Caldwell a examiné le contrat d'acquisition d'entreprise, vérifiant le prix d'achat de mon algorithme de routage et la clause de confidentialité stricte de 6 mois imposée par le conglomérat technologique acquéreur. Caldwell a refermé la chemise bleue et a croisé les doigts sur le bureau. Il ne m'a pas conseillé de rédiger une réfutation vigoureuse. Il n'a pas suggéré d'appeler l'avocat adverse pour clarifier les faits ou exiger des excuses. Il m'a regardé et m'a expliqué la différence profonde entre un réflexe émotionnel interne et une stratégie juridique externe. Mon instinct interne était de corriger le mensonge, de défendre ma réputation et de faire cesser immédiatement le harcèlement. Sa stratégie externe était de laisser l'adversaire courir aveuglément vers un mur de briques. Il m'a détaillé les mécanismes du piège à venir. Mes parents et leur avocat de zone commerciale fonctionnaient actuellement sur des hypothèses, bâtissant un dossier sur du vent. Si je corrigeais leur récit, je les instruirais. Je révélerais l'existence du conglomérat technologique, permettant à mon père de faire pivoter sa tentative d'extorsion. Thomas abandonnerait inévitablement la fiction de la loterie et inventerait un nouveau mensonge, affirmant qu'il avait financé mes débuts ou fourni un capital essentiel pendant la phase de développement du logiciel. Les avertir ne ferait que les aider à affiner leur attaque. Caldwell m'a conseillé d'opter pour un gel total. Nous n'allions pas répondre à la mise en demeure. Nous n'allions pas répondre à leurs appels téléphoniques. Nous allions attendre qu'ils déposent officiellement la plainte civile auprès du greffe du tribunal. En les forçant à engager des poursuites formelles sans aucune réaction de notre part, nous les invitions à consigner leur fiction dans le registre juridique permanent. Mon père devrait signer une déclaration sous serment détaillant la transaction imaginaire de la supérette, sous peine de parjure. Il devrait mentir à un juge, transformant un chantage familial privé en un délit fédéral documenté. C'était l'utilisation stratégique du silence. J'ai appris dans cette salle de conférence surélevée que le coup le plus dévastateur sur l'échiquier est souvent de rester parfaitement immobile. On laisse l'ennemi épuiser ses munitions et s'enfermer dans un récit qu'il ne pourra jamais prouver. Je suis ressorti de cet immeuble de grande hauteur avec un calme profond. Le fardeau de devoir me défendre s'était évaporé. Je n'étais plus une victime réagissant à une crise. J'étais une participante à un jeu d'attente calculé, détenant la main gagnante pendant que l'autre partie bluffait frénétiquement dans le noir.
Je suis retourné à Chandler et j'ai repris place à mon bureau. L'après-midi s'est étiré, rempli par le rythme apaisant et prévisible de mon travail. Je me suis concentré sur la compilation des journaux de serveurs back-end, recherchant une anomalie spécifique dans un transfert de paquets de données sur un réseau municipal simulé. Je tenais un verre d'eau glacée, buvant de lente gorgée. La condensation froide humidifiait le bout de mes doigts. C'était un moment de paix ordinaire et profonde, ancré par la certitude des mathématiques et de la logique. À quelques centimètres de mon clavier, mon smartphone a commencé à subir un assaut visuel incessant. J'avais coupé la sonnerie et désactivé le vibreur, mais l'écran continuait de s'allumer. Il s'illuminait d'appels entrants. Le nom de ma mère apparaissait, restait pendant 30 secondes, s'éteignait et réapparaissait immédiatement. Le petit badge de notification rouge sur l'application s'élevait régulièrement, 10 appels manqués, 20 appels manqués, 30 appels manqués. Je regardais l'écran s'allumer tandis que mes doigts continuaient à taper des lignes de code parfaites. Le contraste entre mon environnement régulé et leur panique croissante était frappant. Lorsque j'ai fini de compiler les journaux de serveur et de résoudre l'erreur de routage des données, le compteur affichait 40 appels manqués consécutifs. Brenda appelait en boucle, sans s'arrêter. Le silence les rendait fous. Ils s'étaient attendus à ce que je m'effondre en recevant la menace juridique formelle. Ils avaient anticipé une reddition en larmes, une demande désespérée de règlement, ou du moins une confrontation colérique qu'ils pourraient utiliser pour mesurer ma peur. Mon refus de m'engager leur refusait la friction dont ils avaient besoin pour maintenir leur élan. Les extorqueurs s'appuient sur une boucle de rétroaction. Ils appliquent une pression et surveillent la réaction pour déterminer leur prochain mouvement. En n'offrant aucune réaction, je privais leur machine de carburant. Un prédateur affamé, cependant, ne s'en va pas simplement. Lorsqu'une tactique privée ne produit pas de résultat, le désespoir s'accentue, menant à des décisions téméraires et irréversibles. Mes parents et Vanessa ont réalisé que l'intimidation et les avis juridiques officiels disparaissaient dans le néant. Pour forcer une réaction, ils avaient besoin d'un public. Ils devaient appliquer une pression si étouffante que je serais contrainte de rompre mon silence juste pour pouvoir respirer. Ils se préparaient à traîner leur récit fabriqué hors de l'ombre. Puisqu'ils ne pouvaient pas me briser en privé, ils allaient tenter de me détruire sur la place publique, préparant le terrain pour une erreur de calcul catastrophique. Les 40 appels manqués de ma mère ont fini par cesser, laissant une tranquillité trompeuse dans leur sillage. Le silence numérique émanant de ma famille ne signifiait pas une reddition. Il indiquait un changement tactique. Lorsqu'une tentative privée d'intimidation ne donne pas de résultat financier, les individus désespérés cherchent invariablement une arène plus grande. Ma famille a reconnu que ces efforts isolés se heurtaient à un mur renforcé. Pour percer cette défense, ils avaient besoin d'une armée. Ils en ont trouvé une sur Internet. Vanessa possédait une monnaie d'échange spécifique que je n'avais pas, elle disposait d'un public. Pendant des années, elle avait cultivé une communauté de 30 000 abonnés sur ses réseaux sociaux, projetant l'image d'une propriétaire de boutique prospère à Scottsdale. Ses abonnés croyaient à l'esthétique soignée de sérénité parfumée à la sauge et de draps importés. Ils lui faisaient confiance. Ils la considéraient comme une amie, une mentor dans l'entrepreneuriat de style de vie. Ils ignoraient totalement que la boutique sereine était un gouffre financier fonctionnant grâce à des lignes de crédit et des sauvetages parentaux. Ma sœur a décidé de transformer cette confiance parasociale en arme. Furieuse de la lenteur du système juridique et frustrée par mon refus obstiné de répondre à son avocat au rabais, elle a opté pour l'option nucléaire, elle a lancé une campagne de dénigrement numérique coordonnée. Conçue pour anéantir ma réputation et forcer un règlement rapide par la honte publique. La notification est arrivée un mardi soir. Un collègue de l'espace de coworking m'a envoyé un lien vers une vidéo, accompagné d'un court SMS inquiet me demandant si j'allais bien. J'ai cliqué sur l'adresse internet et j'ai regardé mon dysfonctionnement familial privé diffusé au monde entier en haute définition. Vanessa avait mis en scène l'enregistrement de manière méticuleuse. Elle était assise sur un fauteuil en velours moelleux à l'intérieur de Desertora, entourée de l'inventaire coûteux qu'elle ne pouvait plus se payer. Les néons agressifs du magasin étaient éteints, remplacés par la lueur douce et flatteuse d'un anneau lumineux. Son maquillage était délibérément imparfait, présentant une légère traînée de mascara sous ses cils inférieurs pour simuler des larmes récentes. Elle fixait l'objectif, offrant une leçon magistrale de vulnérabilité fabriquée. Elle n'a pas prononcé mon nom complet, mais elle a fourni suffisamment de détails d'identification pour que n'importe qui dans la communauté technologique du Silicon Desert puisse faire le lien.
Elle a parlé d'une voix tremblante du déchirement dévastateur de la trahison familiale. Elle a tissé un récit tragique expliquant comment sa sœur cadette avait récemment remporté un jackpot de loterie locale de plusieurs millions de dollars. Elle a détaillé les sacrifices que nos parents avaient faits, les difficultés de sa petite entreprise et la manière froide et insensible dont j'aurais tourné le dos aux personnes qui m'avaient soutenu. On croit connaître les gens, a dit Vanessa face à la caméra, essuyant une larme soigneusement placée sur sa joue. On pense que si un miracle se produit, une famille partagera cette bénédiction. Au lieu de cela, elle a verrouillé ses portes. Elle a regardé nos parents risquer de perdre leur maison. Elle a regardé mon commerce risquer l'expulsion. Elle s'est achetée une nouvelle voiture et nous a laissé nous noyer. Je n'ai jamais voulu rendre cela public, mais quand une personne qu'on aime vous tourne le dos pour de l'argent, on se doit de dire sa vérité. La vidéo a agi comme un catalyseur viral. Elle a déclenché exactement la réaction psychologique que Vanessa avait calculée. Internet se nourrit d'indignation vertueuse, et elle leur avait offert la coupable idéale. J'étais peinte comme la millionnaire avide et fraîchement nantie accumulant un pactole, tandis que ma sœur travailleuse et attachante pleurait devant la caméra. Le conflit avait débordé des limites d'un restaurant de Tempe et du bureau d'un avocat de Mesa pour se déverser directement sur la place publique. Les partages se sont multipliés. La section des commentaires est devenue un espace toxique d'outrage. Des gens que je n'avais jamais rencontrés ont rédigé des paragraphes détaillant les punitions karmiques spécifiques que je méritais. La communauté technologique du Silicon Desert est un réseau dense et interconnecté. Les fondateurs de start-up, les directeurs marketing et les développeurs indépendants partagent les mêmes espaces numériques. Le réseau de Vanessa croisait le mien, permettant au venin de s'infiltrer dans ma sphère professionnelle. C'était le poids écrasant d'un procès par l'opinion publique. C'est une cocotte-minute sociétale moderne conçue pour infliger une détresse psychologique maximale. Le but d'une campagne de dénigrement n'est pas de chercher la justice. Le but est de rendre l'existence quotidienne de la cible si douloureuse, si chargée d'anxiété et de jugement public, qu'elle paiera volontairement une rançon juste pour que le bruit s'arrête. Vanessa voulait me forcer à faire un virement par la honte. Je me suis assise sur le canapé de mon salon, regardant le compteur de vues grimper. L'envie de me défendre était une sensation de brûlure primaire dans ma poitrine. Je voulais publier les documents d'acquisition de l'entreprise. Je voulais téléverser les images de sécurité de Vanessa et Jared forçant ma boîte aux lettres avec un tournevis plat. Je voulais exposer la plainte frauduleuse et la lettre d'avocat pleine de fautes d'orthographe. J'ai approché mes mains de mon clavier, puis je me suis arrêté. Je me suis souvenu de la salle de conférence impeccable au 34e étage. Je me suis souvenu de David Caldwell croisant les doigts et me conseillant d'opter pour le gel total. J'étais protégé par l'accord de confidentialité strict. Les cris publics de Vanessa concernant un ticket de loterie venaient en réalité renforcer mon histoire de couverture, dissimulant la nature réelle du rachat technologique aux yeux du public. Répondre à sa vidéo aurait validé son argument. Cela aurait alimenté l'algorithme et lui aurait donné l'engagement qu'elle recherchait désespérément. J'ai fermé la fenêtre du navigateur. J'ai choisi de tenir la ligne, faisant confiance à la stratégie plutôt qu'à mon ego. Mais ignorer le bruit ne me rendait pas insensible à la douleur. Plus tard cette nuit-là, dans un moment de faiblesse, j'ai ouvert l'application pour vérifier les commentaires sur une autre plateforme où la vidéo avait été partagée. Au milieu d'un océan de hargnes anonymes, mon regard s'est arrêté sur une photo de profil familière. Elle appartenait à Monsieur Davis, mon ancien professeur de calcul infinitésimal avancé au lycée. Monsieur Davis était un homme calme et intègre qui avait passé des heures supplémentaires après les cours pour m'aider à assimiler des intégrales complexes. C'était la première personne à avoir reconnu mes aptitudes pour la logique et la résolution systématique de problèmes. C'était lui qui avait rédigé la lettre de recommandation qui m'avait aidé à obtenir ma bourse universitaire. Il me connaissait comme une étudiante dévouée et travailleuse qui présentait toujours ses démonstrations de manière claire. Sous la vidéo larmoyante de Vanessa, Monsieur Davis avait laissé un commentaire bref et simple, « Quel dommage. L'argent change les gens. » Cette simple phrase fut une blessure tranchante et dévastatrice. Elle a frappé plus profondément que toutes les menaces anonymes ou les sanglots théâtraux de Vanessa. Monsieur Davis représentait la logique, la justice et la vérité empirique. Le voir manipulé par le mensonge de ma sœur, le regarder offrir sa pitié mal placée et juger mon caractère a provoqué une douleur soudaine et intense. Ma poitrine s'est serrée. J'ai ressenti la douleur de la trahison de la part d'un homme dont j'appréciais profondément le respect. Il avait évalué une fausse équation.
Vanessa lui avait fourni des variables incorrectes, et il en était arrivé à la conclusion logique, quoique erronée. Il avait cru au mensonge parce qu'il avait été présenté avec la force persuasive du chagrin. J'ai laissé mon pouce planer au-dessus du bouton de réponse. Je pourrais lui envoyer un message privé. Je pourrais lui dire de se souvenir de la jeune fille qui s'asseyait au premier rang et vérifiait ses démonstrations. Je pourrais lui demander de faire confiance aux mathématiques. J'ai retiré ma main. J'ai refusé de rompre mon silence. Je connaissais les mathématiques réelles de la situation. Je connaissais le bilan comptable de ma dynamique familiale, la somme de leurs dettes et la valeur précise du logiciel que j'avais codé. Les chiffres étaient entièrement de mon côté. Et les mathématiques n'ont pas besoin de défense émotionnelle. Elles exigent simplement de la patience jusqu'à ce que le calcul final soit révélé. La campagne de dénigrement a fait rage pendant des semaines, générant un nuage constant de toxicité qui pesait sur ma vie quotidienne. Pourtant, alors que l'incendie numérique faisait rage, une date limite physique approchait sur le calendrier. La plainte civile déposée par l'avocat au rabais imposait une séance de médiation initiale avant de passer à un procès formel. La date d'audience était fixée. Le bruit d'Internet allait être confiné dans une seule pièce calme, régie par les règles des preuves et du parjure. La pression continuait de monter, se resserrant autour de ma poitrine, préparant le terrain pour une confrontation ultime et incontestable. Le centre de médiation occupait le 42e étage d'une tour de verre dans le centre-ville de Phoenix. La pièce était un modèle d'autorité stérile, avec ses parois en acajou poli et ses épaisses vitres insonorisées qui surplombaient le réseau ensoleillé de la vallée. Une longue table ovale dominait l'espace, entourée de lourds fauteuils en cuir conçus pour que les occupants se sentent soit très puissants, soit très petits. Je m'étais assise à côté de David Caldwell, ma posture rigide, mes mains croisées proprement sur la surface en bois lisse. En face, de l'autre côté de la table, se tenait l'adversaire. Thomas, Brenda et Vanessa étaient arrivés 10 minutes à l'avance, accompagnés de Gary Trenton. L'avocat au rabais portait un costume bleu marine mal ajusté qui faisait des plis étranges autour de ses épaules. Il tenait une sacoche en cuir volumineuse qui ressemblait à un accessoire de théâtre local. Mes parents étaient assis à ses côtés, affichant un air de certitude triomphante. Vanessa était installée à l'extrémité, serrant son téléphone, me jetant un regard de mépris pur. Il croyait que la campagne de dénigrement avait fonctionné. Il supposait que j'étais dans cette pièce parce que la pression publique avait brisé ma résolution, que cette médiation n'était que le lieu de ma reddition formelle. Un juge à la retraite faisant office de médiateur neutre était assis en bout de table. Il a fait cliquer son stylo argenté, a ajusté ses lunettes de lecture et a activé un petit enregistreur numérique. Il a expliqué les paramètres de la séance. Il a exposé les règles relatives aux preuves, le but de la réunion et la nature juridique contraignante des déclarations fournies. Il a précisé de manière explicite que toute affirmation factuelle consignée dans le procès-verbal était soumise aux lois sur le parjure. Caldwell n'a pas réagi à cet avertissement. Il a simplement hoché la tête, le visage impassible. Je gardais le regard fixé sur le centre de la table. Je n'étais pas là pour débattre. J'étais là pour assister à la construction de leur propre perte. Le médiateur a donné la parole aux plaignants. Gary Trenton s'est raclé la gorge, un bruit rauque et désagréable dans la pièce silencieuse. Il s'est levé, posant ses articulations sur l'acajou, et s'est lancé dans sa déclaration liminaire. Il a parlé de trahison familiale, de promesses brisées et d'une fille aveuglée par une richesse soudaine. C'était une comédie de bas étage conçue pour un jury qui n'existait pas. Caldwell l'a laissé parler, ne formulant aucune objection, permettant à l'avocat adverse de détruire lui-même sa propre crédibilité. Ensuite, Trenton s'est tourné vers mon père. Il a demandé à Thomas de présenter sa version des faits pour le procès-verbal officiel. Thomas s'est penché en avant. Il a ajusté son col, a pris une inspiration lente et a commencé à tisser une fiction détaillée et méticuleuse. Il comprenait qu'un mensonge a besoin de supports structurels pour paraître convaincant. Il a donc construit son récit en utilisant des points de repère concrets et reconnaissables. Il a nommé une supérette spécifique située sur Ray Road à Chandler, un endroit où je passais souvent durant mes trajets universitaires. Il a affirmé que nous nous étions rencontrés sur le parking de cette supérette un mardi après-midi. Il s'est exprimé d'une voix régulière et travaillée, décrivant la lumière crue de l'après-midi et le bruit de la circulation qui défilait devant les pompes à essence. Il a déclaré avoir sorti un billet de $10 propre de son portefeuille pour me le remettre directement.
Il a témoigné m'avoir ordonné d'acheter 2 tickets de loterie flash en utilisant la phrase exacte « Partageons notre chance aujourd'hui ». Il a affirmé que j'avais accepté l'argent, consenti au partenariat et était entré dans le magasin pour finaliser la transaction. L'histoire était stupéfiante de précision. Ma mère hochait la tête en signe d'accord solennel, apportant une corroboration silencieuse à une rencontre qui n'avait jamais eu lieu. Vanessa observait le médiateur, les yeux grands ouverts, jouant le rôle de la sœur blessée et loyale. Ils agissaient comme une unité synchronisée, unis par une cupidité dévorante. Mais un mensonge, aussi soigneusement répété soit-il, exige un tribut physique de la part du corps. J'ai observé mon père attentivement, ignorant ses paroles pour lire ses réactions physiologiques. Il portait un costume gris acheté prêt à porter, un vêtement qui emprisonnait la chaleur et trahissait sa panique interne. Des taches sombres et humides commençaient déjà à se former sous les bras de sa veste. Une fine couche de sueur couvrait son front, captant la lumière encastrée de la salle. Lorsque le médiateur lui a demandé de préciser la date exacte du supposé contrat verbal, sa façade s'est fissurée. Thomas a hésité pendant une fraction de seconde. Il a récité la date mémorisée, mais sa voix a tremblé, une légère oscillation s'immisçant dans ses paroles. Sa gorge s'est serrée et il a dégluti difficilement, tentant de surmonter la réalité étouffante de ce qu'il était en train de faire. C'était un homme habitué à intimider des artisans et à manipuler sa famille dans l'intimité d'un salon. Il n'avait pas l'habitude de livrer un récit mensonger devant un tribunal officiel tandis qu'un enregistreur numérique capturait chaque respiration saccadée. Je suis resté parfaitement immobile, le visage impassible. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas manifesté de mépris ni secoué la tête. J'observais son inconfort physique avec le détachement clinique d'un auditeur examinant un bilan frauduleux. Le tremblement de sa voix était l'indice qui révélait le vide de son assurance. Il savait qu'il mentait, et il connaissait les conséquences de ce mensonge, mais son désir d'argent l'emportait sur son instinct de conservation. C'était le véritable point culminant du conflit. Le danger n'était plus un chantage affectif ou une vidéo internet virale. Le danger était l'acceptation délibérée et arrogante du parjure. Ils s'enfermaient dans une fiction juridique grave, construisant un piège de leurs propres mains parce qu'ils étaient certains de leur réussite. Ils croyaient que mon silence était la preuve de ma vulnérabilité. Ils supposaient que je n'avais pas de défense parce que je n'en avais pas proposé sur Internet. Ils commettaient un délit devant le tribunal, porté par le délire qu'ils tenaient toutes les cartes. Ma mère s'est penchée en avant et a ajouté son propre détail inventé, affirmant qu'elle était en haut-parleur pendant la transaction et m'avait entendu accepter de partager le jackpot. Elle offrait son propre parjure pour soutenir celui de son mari, scellant son sort à ses côtés. Vanessa est intervenue, déclarant que je lui avais avoué ce partenariat quelques jours avant que mon téléphone ne devienne silencieux. Il se liait ainsi dans une conspiration de fraude. Caldwell prenait des notes sur son bloc d'un geste fluide et tranquille. Il n'a pas interrompu leur témoignage. Il a laissé le silence de la pièce les encourager, leur fournissant ainsi la corde pour détruire eux-mêmes leur dossier. Gary Trenton a souri, regardant le médiateur avec l'expression triomphante d'un homme qui croit venir de porter le coup de grâce. Il pensait que ce témoignage détaillé, appuyé par 3 témoins distincts, avait établi une charge de preuve insurmontable contre une accusée silencieuse et non coopérative. Il a lissé les revers de son costume mal ajusté et s'est redressé de toute sa hauteur. Trenton s'est raclé la gorge une dernière fois. Il a résumé le partenariat fictif, a souligné le préjudice moral infligé à ses clients et a pointé un doigt vers l'autre côté de la table. « Mes clients ne demandent pas de dommages-intérêts punitifs », a dit Trenton d'une voix mielleuse et satisfaite. L'écho de la demande de Gary Trenton est resté suspendu dans l'air climatisé de la salle de médiation, 2,1 millions de dollars. L'avocat au rabais est resté debout un instant de plus, savourant la gloire perçue de son ultimatum avant de se rasseoir dans son lourd fauteuil en cuir. En face, de l'autre côté de la table, mon père a expiré un long soupir tremblant, un son qui portait la marque d'un profond soulagement. Ma mère a tendu la main pour la poser sur celle de son mari, lui serrant les doigts en signe de triomphe silencieux. Vanessa s'est adossée, croisant les bras, son regard fixé sur moi avec un rictus victorieux. Ils avaient exécuté leur plan. Ils avaient prononcé leurs répliques apprises sous serment et exigé leur rançon. Ils s'attendaient à ce que mon avocat propose une contre-offre, pensant que nous allions paniquer et tenter de négocier le montant pour le ramener à une fraction gérable. Ils croyaient que la pression de la pièce avait brisé mes défenses. David Caldwell n'a pas sorti de calculatrice.
Il n'a pas demandé au médiateur une interruption de séance privée pour s'entretenir avec sa cliente. Il est resté assis sur sa chaise, regardant l'avocat adverse avec une expression de curiosité clinique et modérée. Caldwell a posé ses mains à plat sur le bois poli. Le petit enregistreur numérique posé devant le juge à la retraite continuait de capturer le silence, documentant le rythme régulier d'un piège sur le point de se refermer. Caldwell a tourné son attention vers le médiateur. Il a demandé la confirmation formelle que les déclarations sous serment fournies par Thomas, Brenda et Vanessa étaient bien enregistrées dans le procès-verbal officiel. Le juge a hoché la tête, confirmant que les témoignages étaient consignés sous peine de parjure. Caldwell a alors regardé directement Trenton, sa voix calme, dénuée de toute tension ou précipitation. Il a demandé à l'avocat adverse si ses clients souhaitaient modifier des détails de leur récit, ajuster une date, un lieu ou une parole avant que la défense ne présente sa réponse. Trenton a ricané d'un ton confiant qui a résonné dans le calme de la salle. Il a déclaré que les témoignages restaient exactement en l'état. Ma famille venait de verrouiller la porte de l'intérieur, s'enfermant dans sa propre fiction. Caldwell a hoché la tête lentement. Il a tendu la main et a posé ses doigts sur les loquets en laiton de sa mallette. Les 2 clics métalliques ont résonné nettement dans la pièce. Il a soulevé le couvercle et en a sorti une liasse de documents méticuleusement organisés. Il n'a pas regardé mes parents. Il s'est adressé directement à l'avocat adverse, traitant ma famille comme des variables insignifiantes dans une équation résolue. Caldwell a déclaré d'une voix claire et sonore que sa cliente rejetait la demande de règlement dans son intégralité. Il a marqué une pause, laissant ce rejet peser sur la table. Trenton a ouvert la bouche, se penchant en avant pour lancer une réplique cinglante, mais Caldwell a levé un doigt, exigeant le silence. Puis Caldwell a prononcé la phrase qui a brisé les fondations de leur univers, il a annoncé que Lydia Clay n'avait jamais acheté de ticket de loterie de sa vie. Il a déclaré que je n'avais jamais mis les pieds dans cette supérette sur Railroad, que je n'avais jamais accepté de billets de $10 de mon père. Mon père s'est redressé d'un coup sur son siège, le visage rouge de colère. Il a tenté de crier, pointant un doigt tremblant vers moi, accusant Caldwell de jouer sur les mots et les termes juridiques. Trenton a levé la main pour faire taire son client, sentant un changement soudain et dangereux dans l'atmosphère de la pièce. Caldwell a ignoré cette colère. Il a cherché dans sa pile de papier et en a sorti la chemise de présentation bleue. Il a expliqué que mon silence ces dernières semaines n'était pas un aveu de culpabilité, ni une stratégie née de la peur. C'était une obligation juridique stricte. Caldwell a détaillé les paramètres d'un accord de confidentialité lié à une acquisition technologique d'entreprise. Il a déclaré que la période de silence obligatoire de 6 mois avait expiré il y avait exactement 48 heures. J'étais enfin légalement autorisé à introduire l'origine réelle de ma fortune dans le registre public. Caldwell a fait glisser le contenu de la chemise bleue sur la table en acajou. Le papier épais s'est arrêté juste devant Gary Trenton. Caldwell a présenté les documents tandis que les yeux de Trenton commençaient à parcourir le texte. Il a désigné l'accord de transfert de propriété intellectuelle, citant l'algorithme de routage que j'avais codé seul dans mon appartement de Chandler. Il a mentionné le conglomérat technologique Acquereur, une entité de premier plan qui développait actuellement ses activités dans le Silicon Desert. Enfin, Caldwell a attiré leur attention sur les reçus de virements bancaires joints. Le document montrait un dépôt d'entreprise direct sur mes comptes personnels. Le montant total était de 4,2 millions de dollars. C'était le montant exact du jackpot de la loterie locale, une anomalie statistique qui avait donné naissance à un délire dévorant. La vérité ne se contentait pas de défaire leurs plaintes civiles. Elle les exposait à un danger juridique catastrophique. Il n'y avait pas de ticket. Pas de chance partagée. Pas de contrat verbal dans une allée. L'argent qu'ils tentaient d'extorquer était le produit de mon propre travail solitaire acharné. Il venait de passer 20 minutes à livrer un témoignage mensonger et coordonné devant un médiateur neutre, tentant d'utiliser le système judiciaire pour réaliser une fraude de plusieurs millions de dollars. Ils avaient juré sous serment de fait que des documents d'entreprise incontestables prouvaient impossible. J'ai déplacé mon attention vers Gary Trenton. L'avocat au rabais fixait les documents d'acquisition. L'attitude triomphante qu'il avait maintenue depuis 1 heure s'est évanouie, remplacée par la raideur d'un homme réalisant qu'il vient de marcher sur une mine active. Il a lu les lignes de signature. Il a vérifié les dates des virements bancaires. Il a regardé la déclaration sous serment qu'il avait rédigée pour ma famille, comparant les dates de leur rencontre fictive avec l'enregistrement du rachat de l'entreprise.
Les chronologies ne se contentaient pas d'entrer en conflit, elles s'annulaient mutuellement. Tranton était un homme qui gérait des règlements rapides pour des litiges mineurs. Il n'était pas équipé pour faire face à une fraude fédérale. Il réalisait en temps réel qu'il venait de faciliter une extorsion pure et simple. Il avait présenté un témoignage parjure devant un ancien juge d'État. Son autorisation d'exercer, son gagne-pain et sa liberté étaient soudainement en grand danger parce qu'il avait cru sur parole 3 escrocs désespérés. Il tenait un stylo plume plaqué or dans sa main droite. Ses doigts se sont desserrés. Le stylo a glissé de sa main. Il est tombé sur la table en acajou avec un bruit sec et lourd, roulant de quelques centimètres avant de s'arrêter près du bord de la chemise bleue. Il n'a pas cherché à le ramasser. Il est resté assis là, fixant l'encre bleue sur les contrats d'entreprise, sa respiration rapide et superficielle. Le bruit du stylo tombant sur le bois a semblé briser la stupeur qui entourait ma famille. Mon père a regardé les documents, puis son avocat, attendant que Tranton crie à l'objection ou rejette ses papiers comme des faux. Tranton n'a rien dit. Le souffle de ma mère s'est bloqué dans sa gorge, un son saccadé. Vanessa fixait les reçus de virement bancaire, ses yeux parcourant le chiffre vertigineux imprimé au bas de la page. La réalisation de ce que j'avais accompli s'est abattue sur eux. J'avais construit une fortune par mon intelligence, ma discipline et mes compétences. J'avais dépassé toutes les attentes qu'ils avaient eues pour la bête de somme invisible. Mais juste après cette réalisation est venue une seconde vague, plus sombre, l'ampleur du délit qu'ils venaient de commettre en tentant de voler mon travail s'est abattue sur leurs épaules. Ils avaient menti à un juge pour voler de l'argent que j'avais gagné. Le silence qui a rempli la salle de médiation n'était plus le calme d'un jeu d'attente tactique. C'était un vide dense et étouffant. L'air semblait peser sur mes parents et ma sœur tandis que les murs de leur délire s'effondraient autour d'eux. Ils ne pouvaient pas débattre. Ils ne pouvaient pas crier. Ils ne pouvaient pas utiliser la culpabilité ou l'affection comme arme. Le poids froid et empirique de la vérité les avait cloués sur leur chaise. Je suis resté parfaitement immobile, respirant l'air climatisé de l'immeuble, observant le moment précis où ma famille réalisait qu'elle venait de creuser une tombe dont elle ne sortirait jamais. Gary Tranton n'a pas parlé pendant un long moment. Le stylo plume abandonné reposait sur le bois d'acajou, instrument d'extorsion délaissé par un homme qui réalisait soudain qu'il tenait un câble sous tension. Il a déplacé son regard des reçus de virement vers mon père. Thomas a tenté de soutenir son regard, affichant une fierté de façade, mais l'avocat calculait déjà les chances de survie de sa propre carrière. Il avait présenté un témoignage sous serment devant un juge à la retraite dans un cadre formel. Si cela allait plus loin, Caldwell remettrait les transcriptions et les preuves du rachat directement au barreau de l'État et au procureur. Tranton a tendu une main tremblante et a récupéré son stylo. Il ne l'a pas replacé dans la poche de sa chemise. Il l'a jeté négligemment dans sa sacoche en cuir. Il a commencé à rassembler ses bloc-notes, fourrant les déclarations mensongères dans un désordre chaotique à l'intérieur du sac. Il évitait de croiser le regard de Caldwell. Caldwell représentait le sommet de la hiérarchie juridique que Tranton venait de tenter de contourner, et l'écart entre leurs positions était désormais évident. Tranton a regardé le médiateur. Il a déclaré pour le procès-verbal qu'il retirait sa représentation des plaignants avec effet immédiat. Il a cité un conflit d'intérêts irréconciliable et la découverte d'informations frauduleuses dissimulées par ses clients. Mon père s'est levé, les pieds de sa lourde chaise en cuir grinçant bruyamment sur le tapis. Il a tendu le bras, saisissant la manche de la veste de Tranton. Il a ordonné à l'avocat de se rasseoir, insistant sur le fait qu'il pouvait trouver une solution, affirmant que l'argent de la technologie était toujours soumis aux obligations familiales. Tranton a dégagé son bras d'un geste brusque de dégoût. Il a dit à Thomas de ne pas le toucher. Il a dit à Thomas de ne plus jamais appeler son bureau. Il a refermé les boucles en laiton de sa sacoche, a tourné les talons et est sorti de la pièce. La lourde porte en bois s'est refermée derrière lui. Le son a résonné dans l'espace stérile, enfermant ma famille dans les ruines de sa propre machination. L'atmosphère de la pièce a changé instantanément. La ligne offensive s'était effondrée. Les prédateurs étaient soudainement devenus les proies, isolés dans une tour de grande hauteur sans conseiller juridique, face à un avocat d'entreprise et à une fille qui venait de déjouer toutes leurs manœuvres. Mon père s'est laissé aller sur sa chaise. Les taches sombres de sueur sur sa veste ont semblé s'agrandir. Il fixait la chemise bleue, la réalité de mon patrimoine net de 4 millions de dollars contournant enfin son ego pour s'imposer à sa conscience. Il réalisait que le capital était réel,
mais que son accès à celui-ci était mort. La fortune qu'il avait comploté de contrôler était assise de l'autre côté de la table, légalement protégée et hors de portée. Vanessa a posé ses mains sur son visage. Le sac de marque posé près de ses pieds n'offrait aucune protection contre l'effondrement imminent de sa boutique de Scottsdale. Le mépris qu'elle m'avait manifesté s'est évaporé. Une panique vide a pris sa place. Elle envisageait un avenir où les sauvetages financiers avaient cessé pour toujours. Ma mère, en revanche, possédait une capacité d'adaptation impressionnante. Brenda avait passé sa vie entière à arrondir les angles des échecs de mon père et des dettes de ma sœur. Elle fonctionnait selon la croyance que tout conflit pouvait être étouffé par une couverture de chaleur feinte. Elle a observé les cendres de leur tentative d'extorsion et a décidé de simplement changer le récit. Elle croyait pouvoir réécrire l'histoire tout en étant assise dans la pièce même où elle venait de commettre un parjure. Brenda s'est penchée en avant, posant ses bras sur la table polie. Elle a forcé les muscles de son visage à se détendre, affichant un sourire fragile et tremblant. Elle m'a regardé, tentant de contourner la présence du médiateur et de mon avocat. Elle essayait de s'adresser directement à la bête de somme invisible qu'elle avait formée pendant 23 ans. Elle a dit que le rachat du logiciel était une excellente nouvelle. Elle a affirmé qu'ils avaient mal compris la situation, que le journal télévisé local les avait troublés et qu'ils n'avaient entamé ces poursuites que par un besoin désespéré de maintenir la famille à flot. Elle a baissé la voix, injectant un rythme doux et suppliant dans ses paroles. Elle a suggéré que nous pourrions abandonner toutes les poursuites judiciaires dès à présent. Elle a proposé que, puisque la richesse était réelle, nous puissions continuer à fonctionner comme un groupe uni. Nous pourrions partager l'argent de la technologie, sauver la boutique de Vanessa et avancer ensemble. Puis Brenda a utilisé un mot d'affection spécifique. Elle m'a appelé « ma chérie ». Le mot est resté suspendu dans l'air climatisé de la salle. C'était le terme qu'elle avait utilisé devant le restaurant, gants de velours enveloppant une demande d'argent. À présent, c'était un lien désespéré jeté à travers un abîme grandissant. Elle me demandait d'ignorer une tentative coordonnée de vol de mes actifs et d'accepter une étreinte toxique simplement parce que nous partagions le même sang. Je n'ai pas offert de sourire poli. Je n'ai pas secoué la tête. Je suis resté sur ma chaise et j'ai opposé un silence total et impassible. J'ai regardé directement ses yeux, gardant mon visage vide de toute expression, laissant le calme s'étirer jusqu'à ce que l'air dans la pièce devienne trop lourd à respirer. J'ai vu son sourire tremblant s'effondrer. J'ai vu la prise de conscience s'imposer dans ses yeux, la monnaie émotionnelle sur laquelle elle s'était appuyée pendant 2 décennies n'avait plus aucune valeur. Ce silence a détruit son changement de cap. Il confirmait, sans un seul mot, que notre relation était définitivement terminée. Caldwell a perçu ce changement. Il savait que la défense émotionnelle était neutralisée. Il a cherché dans sa mallette une dernière fois, en sortant une fine chemise cartonnée. Il l'a ouverte et a présenté une photo couleur haute résolution ainsi qu'une clé USB. Il a fait glisser les objets sur la table en acajou pour qu'ils s'arrêtent devant mes parents. La photo était un arrêt sur image capturé par ma caméra de sécurité. Elle représentait Vanessa et Jared debout sur le palier en béton de ma résidence. Jared tenait un tournevis en acier, forçant activement la porte de ma boîte aux lettres en aluminium tandis que Vanessa glissait sa main à l'intérieur. Vanessa a étouffé un cri, un son saccadé. Elle a couvert sa bouche de ses 2 mains, ses yeux écarquillés par la terreur. J'ai rompu mon silence. Ma voix était calme, analytique et dénuée de sympathie. J'ai expliqué que la clé USB contenait la vidéo complète de l'événement, avec les enregistrements audio de leur conversation. Je leur ai rappelé que la destruction d'une boîte aux lettres résidentielle et le vol de correspondance postale étaient des délits fédéraux faisant l'objet d'enquêtes par des inspecteurs fédéraux et poursuivis devant des tribunaux fédéraux. Mes parents ont fixé la photo. La gravité de la situation s'est abattue sur eux. Ils étaient entrés dans ce bâtiment en s'attendant à en ressortir avec un règlement de plusieurs millions de dollars. Au lieu de cela, ils regardaient une preuve matérielle qui pouvait envoyer leur enfant prodige et son mari dans un pénitencier fédéral. La plainte mensongère était un désastre, mais le vol de courrier était un délit documenté et incontestable. J'ai énoncé mes conditions. J'ai déclaré que je ne transmettrais pas les images de sécurité aux autorités à une condition très spécifique, ils allaient signer une ordonnance de non-contact permanente et contraignante. Ce document juridique interdirait à Thomas, Brenda, Vanessa et Jared de m'appeler, de m'envoyer des emails ou de s'approcher de ma résidence et de mon lieu de travail. De plus,
Ils allaient assumer le coût financier de leur tentative d'extorsion ratée. J'ai exigé qu'ils couvrent la totalité des frais d'avocat de David Caldwell, me remboursant les dépenses engagées pour me défendre contre leurs plaintes frauduleuses. S'ils refusaient ou s'ils tentaient de me contacter à nouveau, de quelque manière que ce soit, la clé USB serait remise à l'inspecteur des postes avant la fin de la journée. Les transcriptions de parjure de cette séance de médiation accompagneraient la vidéo. Ils échangeaient leur silence et ce qu'il leur restait de capital contre la liberté de Vanessa. Thomas a regardé la photo, puis la chemise bleue contenant la preuve de mon indépendance. Il a ouvert la bouche pour négocier, pour trouver un semblant de fierté ou de levier, mais les faits n'offraient aucune marge de manœuvre. Il a refermé la bouche et a hoché la tête, un geste lent et vaincu. La séance de médiation était terminée. Le chantage était brisé. Je me suis levé. J'ai lissé mon pantalon, j'ai pris ma mallette et je me suis dirigé vers la sortie. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis sorti de la salle, j'ai rejoint le couloir moquetté et calme de l'immeuble et je me suis dirigé vers les ascenseurs. J'ai laissé ma famille assise au centre de la ruine financière et juridique qu'elle avait elle-même fabriquée. En sortant du hall frais de la tour de bureau pour retrouver le soleil éclatant de l'Arizona, j'ai ressenti un changement immédiat dans le cours de ma vie. La chaleur du désert émanait des trottoirs en béton, réchauffant ma peau, mais le poids lourd qui avait pesé sur ma poitrine pendant 23 ans avait disparu. J'ai marché vers mon véhicule hybride, j'ai déverrouillé les portières et je me suis glissé sur le siège conducteur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé sous le coup de l'adrénaline. J'ai démarré le moteur et j'ai rejoint l'autoroute animée, laissant les structures de verre de la ville derrière moi. Je suis rentré à mon appartement de Chandler, pleinement consciente que je ne resterais plus très longtemps dans ce quartier. Le désert avait toujours été mon foyer géographique, mais c'était aussi le centre d'un écosystème qui exigeait mon sacrifice silencieux et constant. Pour protéger l'actif que j'avais construit, je devais changer complètement d'environnement. J'ai entamé le processus de déménagement dès le lendemain matin. Au cours des 3 semaines suivantes, mon quotidien est devenu un exercice de préparation méthodique. J'ai trouvé un appartement moderne à Austin, au Texas. J'ai choisi un centre technologique dynamique où l'industrie évoluait rapidement et où les perspectives professionnelles semblaient vastes. J'ai emballé mes affaires de Chandler avec précision. J'ai plié mes pulls dans des cartons, enveloppé mes écrans dans des couches de papier bulle et sécurisé les fermetures avec du ruban adhésif épais. Chaque carton que je fermais me donnait l'impression de clore un chapitre de ma jeunesse. Je ne fuyais pas mon histoire, je fermais simplement un compte qui ne rapportait plus rien de positif. J'ai chargé David Caldwell de finaliser les derniers détails juridiques, lui faisant confiance pour gérer les documents avec la même efficacité clinique dont il avait fait preuve dans la salle de conférence. Les documents de règlement finaux sont arrivés à mon bureau par coursier sécurisé quelques jours avant mon départ. Je me suis assise à mon bureau et j'ai examiné les pages. Thomas, Brenda, Vanessa et Jared avaient signé les ordonnances de non-contact permanente. Leur signature apparaissait tremblante et irrégulière, trahissant la tension nerveuse d'individus contraints de céder leurs derniers moyens de pression. Les obligations financières avaient également été satisfaites. Mon père avait viré la somme exacte requise pour couvrir les frais d'avocat importants, vidant une partie substantielle de ses actifs liquides restants. J'ai appris par une connaissance commune que Thomas avait été contraint de vendre sa voiture principale et de liquider un petit compte de retraite pour régler la dette et payer son propre avocat au rabais. Il n'y eut pas de rédemption magique pour mes proches. L'univers offre rarement une clarté soudaine aux personnes qui refusent d'examiner leurs propres défauts. Ils sont restés exactement là où leur choix les avait menés. Sans l'afflux constant de sauvetages parentaux et mon filet de sécurité financier silencieux, Vanessa et sa boutique se sont rapidement effondrées. Le propriétaire commercial a poursuivi la procédure d'expulsion. Les paniers tressés importés, les draps coûteux et les bougies de sauge ont été liquidés pour 3 sous afin de satisfaire les fournisseurs impatients. Desertora a fermé ses portes définitivement, victime d'une accumulation de dettes et d'une gestion désastreuse. Vanessa et Jared ont été contraints de faire face à leurs créanciers sans filet de sécurité, découvrant une réalité difficile où l'esthétique soignée d'Internet n'offrait aucune protection contre les procédures de faillite. Mes parents se sont retrouvés à gérer un budget domestique réduit, incapables de s'offrir le camping-car de luxe qu'ils avaient tenté de m'extorquer. Ils avaient brisé leur famille pour poursuivre un jackpot fantôme, et ils se retrouvaient avec les cendres d'un incendie qu'ils avaient eux-mêmes allumé. J'ai observé leur chute de loin, ressentant un calme profond et constant. Le traumatisme de leur trahison avait été transformé en une armure solide et protectrice.
je ne ressentais plus l'urgence compulsive et épuisante de corriger leurs erreurs. Je ne me sentais pas responsable de leur tristesse ni de leur compte bancaire vide. J'avais atteint une indépendance totale, sur le plan émotionnel, juridique et financier. La bête de somme invisible était morte, remplacée par une femme qui comprenait sa propre valeur et refusait de la brader pour qui que ce soit. Quand on arrête de payer la rançon pour obtenir un amour conditionnel, on découvre que l'otage était en réalité la personne qui tenait l'arme. Ils étaient prisonniers de leur cycle de ressentiment tandis que j'étais libéré, tourné vers un avenir dicté uniquement par mes propres choix rationnels. Lors de mon dernier jour en Arizona, je me tenais dans le terminal 4 de l'aéroport international Sky Harbor. Mes bagages enregistrés étaient déjà en route pour Austin. Je ne portais qu'un sac à dos élégant contenant mon ordinateur portable et quelques documents essentiels. J'ai trouvé un siège tranquille dans la salle d'embarquement, protégé des foules animées par une paroi en verre dépoli. À travers les baies vitrées, j'ai regardé le soleil descendre derrière la silhouette dentelée des montagnes lointaines. Le ciel est passé d'un bleu éclatant à des nuances profondes de violet et d'orange brûlé. C'était un coucher de soleil familier et magnifique, offrant un décor idéal pour un départ propre. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai sorti mon ordinateur. J'ai posé l'appareil argenté sur mes genoux et je l'ai allumé. Le système d'exploitation a démarré instantanément, m'affichant un bureau vide. J'ai évité les flux d'actualité et les boîtes de messagerie, ouvrant à la place un éditeur de code brut. J'ai chargé un projet personnel, un nouveau cadre logistique que je testais pour le simple plaisir intellectuel. J'ai fixé l'écran sombre, parcourant un bloc de code propre et élégant. Les variables étaient clairement définies. La logique se déroulait selon une séquence rationnelle et ininterrompue. Les caractères brillaient dans des tons doux de vert et de bleu sur le fond noir. Si une erreur survenait dans ce script, le système générait un rapport de diagnostic clair, me permettant d'identifier le problème et de le corriger sans avoir à gérer de la culpabilité ou de la manipulation. Je trouvais une paix profonde dans un système qui se comportait de manière rationnelle. Pendant 23 ans, j'avais navigué dans un foyer en proie aux dysfonctionnements émotionnels, à une logique défaillante et à des données corrompues. J'avais passé ma jeunesse à essayer de corriger une dynamique familiale qui résistait activement à toute réparation. À présent, en regardant les caractères brillants sur mon écran, je ressentais le soulagement immense d'entrer dans un univers logique. J'étais entièrement libéré de leur programmation. J'ai compilé le script, j'ai regardé le protocole d'exécution s'afficher avec succès dans la fenêtre du terminal et j'ai refermé l'ordinateur portable. L'annonce d'embarquement pour mon vol a résonné doucement dans les haut-parleurs. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers la porte. Une nouvelle ville m'attendait, offrant une page blanche et une industrie dynamique où la compétence était la seule monnaie qui importait. J'avais payé mon dû, appris le tarif de l'affection feinte et sécurisé mes actifs.